Bonsoir, bienvenue à la chaire de philosophie de Sainte-Anne qui reprend pour 2020. Nous vous présentons les vœux pour cette année 2020, donc des vœux de santé et puis de joie partagée. Et nous vous souhaitons aussi des moments de pause, comme ce soir, 2 heures de temps à autre, pour prendre le temps de se placer dans un rythme particulier, un rythme totalement humain, qui est celui de la pensée, de sa lente élaboration, et allant de ces transformations souterraines de nos êtres et de nos êtres ensemble. Il me revient la chance cette année d'organiser ce cycle de conférences, compréhension contemporaine du sujet, perspective pour la psychiatrie. Et je remercie Cynthia Fleury et le professeur Raphaël Gaillard pour cette carte blanche. Bien sûr, je remercie aussi toutes les oratrices et les orateurs qui ont accepté de participer. Je dois dire que nous sommes chanceux de pouvoir écouter ces philosophes qui nous guideront dans des textes pas forcément faciles d'accès. Donc la thématique de ce cycle, c'est compréhension contemporaine du sujet, perspective pour la psychiatrie, et je vais essayer d'en donner rapidement un rationnel. Il me semble que nous passons un peu trop vite sur les postulats sous-jacents de notre culture contemporaine, en médecine et dans le soin en général. Ce sont des postulats forts sur ce qu'on appelle l'individu, et qui semblent, par leur définition de postulat, aller de soi. Je ne vais pas expliciter tous ces postulats et encore moins les lever dans cette introduction, mais je vais signifier ce qui, me tourmentant, m'ont poussé à organiser ce séminaire. De qui parle-t-on au juste ? Quelle est cette figure du sujet, de l'individu ? Et ce qui est-il vraiment singulier ? Ou autrement, la subjectivité peut-elle se comprendre comme un isolat ? Dire « je », c'est-à-dire utiliser la première personne, ou dire « moi », se définir comme un individu, comme une personne, s'identifier ou être identifié par d'autres, est-ce que ce sont des gestes qui sont identiques, similaires ou de même nature ? Quels sont les tenants et aboutissants de ces gestes ? Pourquoi et comment réalise-t-on ces gestes ? Est-ce seul ou est-ce collectivement ? Est-ce que ce ne sont pas seulement des jeux de langage que je suis en train d'exposer ? Ou est-ce que cela a des effets réels, performatifs dans notre monde ? Cette dernière question montre le lien du problème du soi au problème corps-esprit, à la question de la dualité. De la question du soi, on passe donc à la triade personne, corps, esprit, et ce en un pas. Voici donc un ensemble de questions, encore trop intuitives et mal formulées, mais qui se sont posées à travers mes observations et mes parties prenantes dans les relations de soins, mais aussi dans les relations de recherche. Alors pourquoi se poser cette question-là à Sainte-Anne, et particulièrement en médecine ? Je crois que parce que la médecine, dans sa prétention à soigner les maladies humaines, a dû questionner le sujet, peut-être même le façonner, ou du moins en construire une figure opératoire pour les cliniciens et opératoire pour la connaissance, c'est-à-dire pour les chercheurs, qui d'ailleurs ne construisent pas forcément la même figure que les cliniciens. Et parce que les troubles psychiques atteignent les émotions, les pensées et les comportements de celui qui en pâtit, parce que ces composantes sont justement celles qui nous fabriquent psychiquement et socialement, les troubles psychiques ébranlent l'individu dans son rapport aux autres et à soi. Que ce soit la psychiatrie, la psychologie clinique ou la psychanalyse, bref, les disciplines qui veulent prendre en charge la souffrance proprement humaine, elles ont été contraintes d'élaborer plus ou moins explicitement des théories du sujet sur lesquelles s'appuie le soin, conçu comme un art, et leur connaissance scientifique explicative. De son côté, la philosophie du sujet poursuit ses explorations et ses découvertes. Et je crois beaucoup en l'importation des concepts d'une discipline à l'autre pour voir définis différemment et peut-être pour trouver ou découvrir. C'est le pari difficile des rencontres pluridisciplinaires et encore plus de l'interdisciplinarité. Ça demande d'être capable d'écouter l'autre, d'engager des efforts de traduction constants, bref, d'adopter une posture d'humilité. Je crois que la réussite de ces rencontres réside notamment dans notre capacité à endosser ce type de posture, à écouter la pensée d'autrui, à savoir lui donner crédit, à l'accompagner pour se l'approprier et pour en développer une critique qui soit enrichissante pour tous. L'idée de ce séminaire, c'est donc de demander aux philosophes où ils en sont de leurs travaux sur le sujet, et sur la subjectivité, pour voir comment renouveler nos questionnements en psychiatrie en particulier, mais je pense que cela peut être utile aussi pour la médecine de façon générale. Donc ce cycle s'articule en 6 séances, c'est un lundi par mois du mois de janvier au mois de juin. Le programme est en ligne sur le site de la chaire, donc c'est l'année 3 de la chaire de philosophie à Sainte-Anne.
Et les séances sont captées et mises à disposition avec un court délai à peu près d'une semaine sur ce même site. Donc ça commence aujourd'hui avec Anthony Ferreira qui va nous présenter un texte de Karl Popper qui s'intitule « Le soi et son cerveau ». C'est un texte des années 70 qui a été traduit seulement l'an dernier en français. Donc voilà. C'est un texte compliqué et assez singulier dans l'œuvre de ce philosophe, qui est plutôt connu pour être un philosophe des sciences plutôt qu'un philosophe de l'esprit. Alors, rapidement, sur les autres séances, nous aurons du coup le 3 février Monin Gérardin-Laverge qui nous parlera du Récit de soi. C'est un livre de Judith Butler qui, pareil, est beaucoup plus connu comme philosophe du genre que comme philosophe de la subjectivité. Le 2 mars, Élodie Boissard qui présentera sur le mythe de l'intériorité. Donc c'est un livre immense de Jacques Bouvresse. Le 20 avril, c'est Vincent Descombes lui-même qui viendra nous présenter une partie de son livre Le parler de soi. Donc, il a une pensée de philosophe contemporain très connu qui a écrit sur la question de la subjectivité de la première personne. Le 11 mai, c'est Alexandre Gascoin qui viendra présenter les sources du moi, la pensée de Charles Taylor, qui est un philosophe peut-être un peu moins connu en France, philosophe canadien. Et enfin, le 22 juin, c'est Artaud Charpentier qui présentera un texte non traduit de John Dewey. Donc John Dewey, c'est un philosophe américain connu pour sa philosophie de l'opinion publique, plutôt une philosophie politique, et qui a écrit un livre qui s'appelle Human Nature and the Conduct, dans lequel en fait émerge sa théorie du sujet de la subjectivité. Donc pour ce soir, Anthony Ferreira, qui est doctorant à Paris 10 dans le laboratoire d'Institut de recherche philosophique, il travaille sur l'addiction dans le cadre de sa thèse sous la direction de Denis Forest, qui est professeur de philosophie à Paris 1. Auparavant, il était doctorant en neurosciences, il a son doctorat de Paris 6 et il a travaillé aussi sur l'addiction en neurobiologie. Et on ne peut pas être mieux placé que lui pour essayer de réfléchir à l'articulation entre biologie et philosophie. Et donc, je lui ai proposé de lire ou de relire ce texte de Karl Popper dans sa version française et de nous aider à en décrypter le sens, à l'inscrire dans une histoire de la pensée philosophique. Et ensuite, on discutera ensemble de ce qu'on peut en tirer pour la psychiatrie. Voilà, la parole est à toi. Merci. Bonjour déjà. Merci de m'avoir proposé de participer à ce séminaire sur un livre très étonnant en fait que personne ne cite en philosophie de l'esprit du tout. Et je suis pas loin de penser qu'il y a de bonnes raisons d'ailleurs, mais bon, vous verrez. C'est un livre extrêmement étonnant. Je pense qu'il est très important de le lire. Et il est très important de ne pas lire que celui-là d'ailleurs. Mais voilà, Bon, je vous parlerai de ce que je pense de ce livre après. Je vais vous le présenter assez rapidement et après on laissera, je pense, une place à la discussion. Donc, Le soi et son cerveau, Self and its Brain, est publié en 1977. Donc c'est un livre en 3 parties. C'est un livre qui est écrit conjointement par Karl Popper, donc philosophe, et John Eccles, qui est prix Nobel de physiologie et de médecine, qui est neurobiologiste. Donc la première partie, c'est ça, c'est le texte de Popper. La deuxième partie, c'est le texte de neurobiologie. Et la troisième partie, ce sont des entretiens qu'ils ont eus tous les deux. Alors la troisième partie, en fait, précède l'écriture des deux textes. Donc vous ne trouverez pas d'éclaircissement particulier aux deux premières parties. C'est juste deux personnes qui discutent autour de leurs thèses différentes. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, Eccles, qui a eu son prix Nobel en 1963, le doit en partie à ses interactions avec Popper. Il défendait une vision de la synapse, une transmission synaptique qui était une transmission électrique. En fait, il y avait deux théories possibles, il y avait la transmission chimique et la transmission électrique, et Eccles était plutôt du côté de l'électricité. Et suite à ces discussions avec Popper, Popper lui a conseillé de ne pas essayer de monter des expérimentations pour prouver sa théorie, mais plutôt d'essayer de la casser, en fait, de la falsifier. Ça tient aux positions de Popper sur ce qu'est la science, c'est-à-dire un ensemble de théories falsifiables. On reconnaît la science au fait qu'on peut justement casser les théories qu'on propose, et c'est ça qui fait avancer la science. C'est ce qu'a fait Eccles. On l'a un peu pris pour un fou dans son laboratoire, et moralité, il a effectivement cru réussir à falsifier sa propre théorie et a fait progresser la théorie adverse, et il a eu un prix Nobel pour ça. Donc c'est une forme de démarche scientifique assez qui est restée dans l'histoire en fait comme justement l'utilisation de l'expérience pour falsifier les hypothèses plutôt que d'essayer de les prouver. Donc les deux hommes vont décider de publier ce livre commun en 1977 sur la thématique des rapports corps-esprit. Donc la première partie qui est celle de Popper est celle dont je vais parler ici et qui a été traduite donc en français en 2018 dans cette collection dans la rue d'Ulm. Donc
Eccles et Popper ont une position un peu particulière, c'est qu'ils sont pluralistes, dualistes pour Eccles, c'est-à-dire qu'ils croient en l'existence du corps et de l'esprit comme deux réalités différentes. Popper, on verra que c'est un peu plus compliqué, en fait, il n'est pas dualiste, il est plutôt ternariste, en fait, il crée trois mondes différents. Donc, les deux, en fait, revendiquent l'existence d'un esprit qui ne serait pas réductible à la matière et renouvellent en quelque sorte ce qu'on appelle le dualisme cartésien dont vous avez dû entendre parler et qui est plutôt le chiffon rouge qu'on agite aujourd'hui en philosophie de l'esprit, c'est-à-dire que la philosophie de l'esprit s'est construite en grande partie contre le dualisme cartésien, depuis déjà l'époque de Descartes. Donc, ce dualisme cartésien qui est complètement tombé en désuétude, en fait, Popper va essayer de le renouveler. Alors, il ne le défend pas en tant que tel, il va essayer de construire dessus, contre le monisme, c'est-à-dire le fait d'accepter qu'il n'y a qu'une seule réalité, que corps et esprit, en fait, il n'y aurait qu'une seule substance, entre guillemets, ou pas de substance, justement, on verra le débat, qui est plutôt à cette période hégémonique et qui l'est toujours aujourd'hui. Donc, Eccles, d'un côté, revendique une forme de pensée religieuse. Eccles est croyant. Il assimile esprit et âme immortelle. Sa perspective dualiste est beaucoup plus classique, en fait, que celle de Popper. Popper, lui, se définit comme agnostique, et agnostique tendance athée, ce qui est assez étonnant, en fait, quand on a une position dualiste comme ça. Donc, c'est ça qui rend l'intérêt, en fait, de son texte, et c'est surtout quelqu'un qui a un très fort intérêt pour la science, parce qu'il est philosophe des sciences, et qui connaît très bien la science aussi. Donc ça rend sa position extrêmement originale, assez surprenante, et pour citer une expression d'Alain Boyer qui présente le texte, qui fait la préface de ce texte-là fait que, je cite, des matérialistes tout à fait affables piquent des colères homériques rien qu'à l'évocation de ce livre. Et effectivement, ce livre est extrêmement polémique, parce que la thèse de Popper est anti-matérialiste, et plus directement anti-physicaliste. Alors, le physicalisme étant dans sa dimension une doctrine qui prétend pouvoir expliquer, ou au moins en droit pouvoir réduire tout ce qui existe à la physique. Donc c'est une modernisation du matérialisme. Le matérialisme soutient que ce qu'on connaît, l'univers, en fait, est constitué de matière et que tout phénomène est la conséquence d'interactions physiques. Donc le matérialisme s'oppose traditionnellement au dualisme, notamment le dualisme dans son acceptation cartésienne. C'est donc un monisme, une seule réalité, alors que le dualisme pose deux réalités. Donc, ce monisme du matérialisme, il n'y a qu'une seule substance matérielle et pas deux, l'esprit et la matière, comme défendu par Descartes. Donc Popper reprend l'idée du dualisme cartésien là où les critiques de ce dualisme l'ont laissé, et reprend l'idée de l'existence réelle de l'esprit, un esprit qui ne serait pas réductible à la matière. Donc cette question, en fait, prend place dans la question du mind-body problem, le problème corps-esprit ou esprit-corps. Alors, on utilise esprit beaucoup en français, alors les anglo-saxons vont dire mind, spirit, soul, etc. Utilisons esprit pour pas se mélanger, c'est généralement comme ça qu'on traduit. Donc le mind-body problem, c'est le problème de ce que sont ce qu'on appelle esprit et corps, et des relations particulières qui les lient et qu'ils entretiennent. S'ils entretiennent des relations l'un l'autre, et si effectivement les deux existent. Naturellement, on a une tendance naturelle, en fait, à donner foi à quelques évidences, par exemple que le corps et l'esprit sont distincts quand il s'agit de penser à ce que sont les faits mentaux et physiques et leurs propriétés, que ce n'est pas la même chose un fait physique et un fait mental. La deuxième proposition, c'est de supposer que l'esprit est capable d'agir sur le corps. C'est l'idée de j'ai envie de lever le bras, je lève le bras, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme la volonté qui me fait lever le bras, par exemple ? Donc l'esprit agit sur le corps et le corps est capable d'agir sur l'esprit. Et puis la troisième proposition, c'est que le monde physique est causalement clos. C'est-à-dire que le monde physique suit des lois physiques, il y a des lois de causalité, et qu'on peut expliquer tous les phénomènes physiques par de la physique. Donc il y a une clôture du monde physique, on n'a pas d'intervention spirituelle en plus pour expliquer les phénomènes physiques. Alors le problème de ces trois évidences, je pense que la différence entre corps et esprit, le fait que corps et esprit pourraient interagir et le fait qu'on peut expliquer le monde par les lois de la physique, on peut appeler ça entre guillemets des évidences. Le problème c'est qu'elles ne sont pas compatibles, on ne peut pas garder les trois. Et en fonction des deux qu'on va garder et de celles qu'on va rejeter, on va se retrouver dans des positions
concernant le rapport corps-esprit qui sont des positions différentes. Alors, il ne s'agit pas de rejeter une des trois hypothèses, en plus, il s'agit d'en garder deux et d'expliquer pourquoi est-ce que la troisième nous paraît évidente. C'est souvent ça, en fait, toute la difficulté du problème corps-esprit. Donc typiquement, corps-esprit distinct et esprit qui agit causalement sur le corps et corps sur l'esprit, bah, ça fait que le monde physique clos, ça marche plus. S'il y a des interactions entre l'esprit et le corps, il va falloir expliquer pourquoi. On aurait une causalité qui viendrait d'événements psychiques, par exemple, des événements physiques, etc., etc. Si vous prenez le 2 et le 3, pareil, vous allez probablement vous débarrasser du premier. Voilà, si vous gardez une complétude causale dans le monde physique et qu'il y a des interactions entre ce qu'on appelle le corps et ce qu'on appelle l'esprit, c'est peut-être parce que le corps et l'esprit ne sont pas complètement différents. Donc vous allez éliminer le premier, etc., etc. Donc le premier point, la première idée, c'est que corps et esprit sont distincts quand il s'agit de penser à ce que sont les faits mentaux et physiques et aux propriétés des faits mentaux et physiques, est particulièrement intéressante parce qu'en fait, ça définit une carte des positions concernant l'existence d'entités différentes. Le corps et l'esprit, justement. Donc on peut peut-être, à ce propos dualiste, accepter l'existence conjointe des deux, sans pour autant faire des substances. On verra que c'est assez complexe la définition de substance, je reviendrai dessus. Mais par exemple, reconnaître des propriétés particulières. On peut être dualiste des propriétés, c'est-à-dire qu'il existe des choses mentales et des choses physiques qui ont des propriétés particulières. Donc on peut être dualiste des propriétés sans être dualiste strict et pur, en disant il y a de l'esprit et il y a du corps. À l'opposé, on peut aussi être moniste et ne garder qu'une seule de ces deux réalités, et soit dire tout est physique, mais on peut aussi être spiritualiste et dire tout est esprit. L'idéalisme, par exemple, va virer là-dedans. Voilà. Donc, soit on rapporte l'un à l'autre, soit on en élimine carrément. Donc Popper s'attaque, lui, aux positions monistes, qui n'acceptent qu'une seule de ces deux réalités, matérialistes. Les positions spiritualistes ne sont pas vraiment traitées, il ne s'agit pas pour lui de nier l'existence du monde physique. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la physique et au monde physique. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, tout au long de son œuvre, a combattu toutes les tentatives de mettre de l'esprit ou de la conscience à des endroits où il considère que ça n'a strictement rien à faire. La présence de l'esprit dans la physique, par exemple, est quelque chose qu'il rejette totalement. Donc c'est une position qui est très étrange, en fait, d'avoir cette position de revendication de l'existence de l'esprit chez Popper, alors que c'est quelqu'un qui a constamment combattu tout au long de son œuvre l'intervention excessive de l'esprit dans des domaines qu'il ne regarde pas. Donc Popper est aussi un farouche anti-idéaliste. Pour lui, la science est objective, le réel existe, mais il récuse bien l'existence d'une substance pensante à la Descartes. Il se méfie des questions « qu'est-ce que ?» C'est-à-dire qu'il considère que se poser la question de « qu'est-ce qu'une chose ?» n'est pas une question qui est intéressante, c'est une question qui nous emmène à faire des débats compliqués, à utiliser des mots et qui, à la fin, ne nous amène à rien. Donc il est contre ce type de réflexion-là, cette réflexion essentialiste. Pour lui, ça abîme la réflexion et ça abîme le débat. Il ne cherche pas les réponses absolues, parce qu'il considère aussi que la prétention à la connaissance certaine est excessive, et que c'est une prétention qui est non seulement excessive, mais qui est dangereuse. C'est-à-dire qu'essayer de répondre à qu'est-ce que quelque chose, c'est une question qui n'amène pas de débat, en fait. Une fois qu'on a dit c'est ça, on va avoir du mal à discuter. Et pour lui, pour Popper, avec sa vision de la science comme quelque chose que l'on peut justement falsifier, il y a toujours une part d'ignorance. Ça amène à chaque fois de nouveaux problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui pense qu'on peut savoir tout sur tout. Voilà. Donc, pour lui, on ne peut pas non plus évacuer totalement l'esprit du monde. Il y a des faits, il y a des événements qui nous font penser que l'esprit existe et qu'il a une action. La nature existe et il est aussi émergentiste. La conscience, pour lui, émerge de la nature. C'est une propriété qui émerge des propriétés physiques. Donc la conscience n'est pas réductible à la matière, c'est pas non plus une substance comme chez Descartes. Et donc Popper va d'une part traiter le cartésianisme et ses erreurs, c'est-à-dire qu'il va prendre la position de Descartes, le dualisme cartésien, et voir où il se trompe, et voir à partir de quoi on peut reconstruire quelque chose qui accepterait l'existence de deux entités, corps et esprit. On verra qu'il en rajoute une troisième. Il va aussi critiquer les positions contre Descartes qu'il qualifie positions matérialistes. Alors il fait un petit découpage qui lui est assez personnel d'ailleurs dans la philosophie de l'esprit. Néanmoins on va prendre son propre découpage. Et il va proposer ensuite sa propre version d'une forme de dualisme
Et le plus important pour lui, c'est que c'est un dualisme interactionniste. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire qu'il existe corps et esprit, mais que ces deux réalités sont capables d'interagir et d'agir l'une sur l'autre. Cette interaction-là est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Voilà, donc, en fait, il va proposer non pas un dualisme avec un monde 1 qui serait matériel, et un monde 2 qui serait le monde de l'esprit, de la psyché, de la pensée, quel que soit le mot que vous voulez mettre dessus. Mais il va rajouter un troisième monde qui est constitué d'idées, de théories, de concepts, etc. Et pas forcément des idées, des théories, des concepts qui sont vrais d'ailleurs. Voilà, les productions de l'esprit humain forment un monde à part. Et ces trois mondes-là interagissent chez Popper. Donc on peut plus parler d'un ternarisme qu'un dualisme. Donc pour commencer, voyons ce qu'il a à dire contre Descartes. Donc Descartes propose un dualisme des substances, un dualisme interactionniste où corps et esprit interagissent. Donc c'est cet interactionnisme-là que Popper propose de sauver. L'interactionnisme, il le fait remonter au moins à Aristote. Alors, là encore, dans ce livre-là, il considère que toute la pensée occidentale est fondamentalement dualiste et interactionniste. Même ceux qui disent le contraire, en fait, sont des dualistes interactionnistes qui se cachent. Ça cache toujours ça. Il faut voir aussi que... comment dire, l'histoire de la philosophie que présente Popper est très personnelle. C'est-à-dire qu'il a une lecture qui est assez personnelle, et peut-être que les spécialistes d'Aristote ne seraient pas forcément d'accord avec ce que dit Popper d'Aristote. Ils ne seraient forcément pas d'accord avec ce que dit Popper de Platon, etc. etc. Néanmoins, pour lui, toute la réflexion occidentale sur le corps et l'esprit est fondamentalement dualiste et interactionniste. Dans sa lecture de la philosophie, n'est pas exactement orthodoxe. Les monismes sont pour lui des dualismes masqués, parce qu'on ne peut pas et on ne doit pas évacuer l'esprit du monde en tant que tel. Je dis bien ne doit pas, parce qu'on verra que les raisons pour lesquelles il défend sa position ne sont pas typiquement des raisons qui seraient purement scientifiques, abstraites, etc. En fait, ce sont des raisons totalement éthiques. L'origine de son système est une origine éthique. C'est une question de devoir. Donc, Descartes est, concernant le corps, lui, fondamentalement physicaliste. Chez Descartes, en fait, le corps, c'est de la physique, c'est de la matière, pure et dure. La pensée héritée de son temps, qui est héritée d'Aristote via la scolastique, crée une scission, normalement, entre le vivant et l'inanimé, une scission qui est très nette. Mais pour Descartes, les animaux sont des automates, c'est de la matière. Voilà. Donc, il coupe cette scission entre le vivant et l'inanimé, Descartes. Ce qui peut lui poser des problèmes vis-à-vis de la pensée de son temps, d'ailleurs. Descartes est toujours un auteur qui est très compliqué à lire, parce qu'il s'avance assez masqué, en fait. Il dit... il y a un très beau livre qui est sorti, malheureusement j'ai oublié, je crois que c'est... je ne voudrais pas dire bêtise. Un livre qui s'appelle Descartes n'a pas dit, et qui reprend tout ce qu'on fait dire à Descartes et que Descartes en fait n'a pas dit. Et c'est très compliqué de lire Descartes parce que Descartes se cache énormément à tel point qu'on a pensé qu'il avait rajouté cette histoire de substance, c'est ce que dit Popper à un moment donné, cette histoire de substance spirituelle pour pas avoir d'ennui, pour pas finir brûlé en gros. Il avait très très peur de l'église à l'époque, et ce qui est arrivé à Giordano Bruno lui l'avait fait un petit peu flipper. Donc voilà, donc Descartes de toute façon c'est assez compliqué, mais bref, pour lui, imaginons deux substances. Le corps, c'est un corps qui est très physique, et l'esprit, par contre, c'est quelque chose à part. Donc, les animaux sont donc des automates qui sont soumis à une causalité mécaniste qui repose sur la poussée. L'image du monde physique de Descartes, c'est l'image d'une table de billard, en fait. Les boules, la causalité chez Descartes, c'est ça. C'est une boule qui va taper l'autre et qui va engendrer un mouvement. On n'est plus du tout dans les formes de causalité aristotélicienne, etc. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de pensée, mais typiquement, la cause finale qui serait la raison pour laquelle on tend vers, c'est-à-dire une cause qui serait après l'événement, pour lui, ça n'existe pas, en fait. La cause est toujours antérieure, en fait, à l'effet chez Descartes. Donc il rejette toutes ces formes de causes-là. La seule causalité qui existe, c'est les uniques causes efficientes, c'est-à-dire ce qui provoque un mouvement. Donc le corps humain, pour Descartes, n'échappe pas à cette vision mécaniste, sauf en ce qui concerne son mouvement volontaire. La particularité de l'homme, pour Descartes, c'est que lui, il possède une âme, en plus des animaux. Donc un esprit immatériel, et en cela, il est le seul être réellement vivant, en fait, quasiment pour Descartes. Donc là où le corps physique est défini par son étendue dans l'espace, il faut voir la physique de Descartes comme de la géométrie, en fait. On définit la substance physique, on définit la matière comme quelque chose qui prend de la place dans l'espace. L'esprit, lui, est inétendu. Il est une substance différente.
Le dualisme de Descartes est un dualisme des substances qui repose sur des définitions essentialistes. Qu'est-ce que sont les choses? Et là, en l'occurrence, ce sont des choses différentes, de nature différente. Donc on répond à des questions qu'est-ce que, questions donc de la nature des choses. Et quand Descartes propose, vous connaissez cette histoire du doute cartésien, etc., donc d'où ça vient, quand Descartes propose de douter, il en arrive à montrer qu'on peut douter de tout, en fait. On peut douter de tout, sauf du fait qu'on est en train de douter. C'est-à-dire qu'avec le doute, on peut en arriver à nous débarrasser de la matière, on peut se débarrasser de notre corps, on peut douter de l'existence de la matière et de l'existence de notre corps, mais on n'arrive pas à se débarrasser de l'existence de notre esprit, parce qu'on est quand même là, ici et maintenant, présent, en train de douter. Donc, il reste bien quelque chose, et ce quelque chose est différent du corps que j'ai déjà évacué. Donc, on peut se débarrasser de notre corps, mais pas de notre esprit, et ce qui revient à peu près au même chez Descartes, de notre conscience. Il faut voir que l'esprit chez Descartes est conscient. C'est sa définition, c'est sa faculté première. Et donc, il y a une nature différente entre corps et esprit pour Descartes. L'esprit est conscient, et c'est sa qualité nécessaire en tant que substance. C'est comme ça qu'on va la définir. Donc, l'esprit, c'est quelque chose d'inétendu et qui est conscient. Le corps, c'est quelque chose qui est étendu dans l'espace et qui n'est pas conscient. Descartes, sa particularité, c'est qu'il est aussi interactionniste. Il pense que ces deux réalités-là agissent l'une sur l'autre. Donc le corps va agir sur l'esprit et réciproquement. Et cette supposée interaction va causer la perte du cartésianisme parce qu'elle va être très difficile à justifier. Donc selon Popper, là je le cite, en essayant de combiner la doctrine de l'immatérialité de l'âme et de l'interaction avec un principe mécaniste et moniste de la causalité physique, cette histoire de boule de billard, Descartes a créé une difficulté entièrement nouvelle et totalement superflue. Donc il va sauver, en gros, le dualisme interactionniste en disant le problème de Descartes, en fait, c'est sa vision de la causalité. C'est comment il explique que les choses agissent sur les autres. C'est ça qui fait que son système ne tient pas et c'est pour ça qu'on l'a rejeté. Donc dans un premier temps, Descartes va localiser son âme inétendue dans la glande pinéale. Vous connaissez ce système-là ou pas? Je pense que je vais passer vite alors. Non, donc, tout le monde n'est pas psychiatre ou neuroscientifique. Je vais passer vite, mais en parlant lentement. On fait comme ça. Où est-ce que c'est la glande pinéale? Alors la glande pinéale, c'est quelque chose qui se passe par là. Dans le cerveau. Je ne vais pas vous le montrer. Donc voilà, pour lui, c'est le siège de l'interaction. On va modifier à cet endroit-là le flux des ce qu'il appelle les esprits animaux. Alors c'est juste un terme, en gros, un fluide. Popper, à un moment donné, va dire que si on remplace ça par les signaux électriques des neurones, on n'a plus trop de problèmes d'ailleurs avec l'interactionnisme cartésien. Enfin, en tout cas, plus les problèmes de physique. Donc ces esprits animaux agissent sur le corps de la même manière que l'âme agit sur eux dans le système mécaniste cartésien par poussée. Or, comment est-ce que dans cette optique, on va pouvoir faire interagir deux substances de nature opposée? Il y en a une qui est inétendue et l'autre qui est étendue. Et cette substance inétendue va avoir beaucoup de mal à pousser l'autre. Ils ne sont pas de la même nature. Et de la même manière, comment on explique que le matériel peut agir sur l'âme? Et il y a une grosse difficulté là en termes de causalité. Donc Descartes lui pense que l'âme change le sens du flux en fait, des esprits animaux au niveau de la glande pinéale. Alors, sans faire de la mécanique pure et dure et de la physique ici, en fait, il pense que c'est un flux, donc c'est un corps en mouvement, les esprits animaux, et que si on change le sens des flux, ça aura donc un effet différent sur les parties du corps avec lesquelles c'est connecté, mais qu'on va garder ce qu'il appelle la quantité de mouvement, et que donc ça ne pose plus de problème physique. Voilà. Ce sera prouvé notamment par Leibniz que ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, le sens du mouvement est important. Leibniz parlera du moment, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de physique de première ou de terminale, mais voilà, vous vous souvenez des trucs qu'on lançait, là, on les faisait choquer, on faisait les vecteurs. Voilà. Donc la direction du mouvement importe et ça va casser en partie. Enfin, c'est une des raisons qui vont casser le cartésianisme. Donc les difficultés soulevées par l'interaction dans ce cadre théorique vont mener à dépasser le cartésianisme et d'autres propositions que Popper considère comme matérialistes, physicalistes, vont apparaître et vont délaisser l'interaction ou une différence de nature entre corps et esprit. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions, comme on n'arrive pas à rendre compte de cette interaction dans le système causal. Soit on dit, ok, il y a deux réalités, mais elles n'interagissent pas. Or, Popper veut sauver l'interactionnisme. Ou alors, ok, ça interagit, mais donc c'est pas deux réalités. On revient à l'histoire des trois propositions dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à sauver nos trois intuitions et laquelle on jette, et comment est-ce qu'on justifie qu'on la jette alors que ça nous paraît quand même assez évident. Donc, pour renouveler l'interactionnisme, Popper va s'attaquer aux conceptions essentialistes de Descartes,
c'est-à-dire à ces questions qu'est-ce que, et à son critère de vérité. Alors le critère de vérité est un des critères de vérité de Descartes qui repose sur la perfection divine et qui fait qu'on ne se trompe pas quand on a une intuition claire. Dieu ne nous tromperait pas, comme Dieu est parfait. Et bon, si on a une intuition claire, on ne peut pas se tromper. Ça, c'est un des critères de vérité de Descartes, et Popper dit ce critère de vérité, là, il ne marche pas, on ne peut pas utiliser ça. Et donc, il va s'attaquer aussi à sa vision de la causalité mécaniste qui clôt le monde physique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la causalité fonctionne sur un système de boules de billard, on peut expliquer tous les phénomènes physiques avec ça, et le monde physique est clos, et on ne voit pas bien comment pourrait interagir un esprit là-dessus. Et tout ça, pour lui, en fait, ça vient de sa définition essentialiste de la matière et du corps comme étendue. Il fait remonter la causalité mécaniste à Démocrite et aux atomistes grecs. Mais avant de s'intéresser à ce que va faire Popper pour justifier un pluralisme interactionnisme, on va voir ce qu'il a à dire assez rapidement sur les matérialismes et les critiques, c'est-à-dire en gros les critiques des critiques de la théorie de Descartes. Donc Popper va distinguer 4 matérialismes différents. Il ne différencie pas matérialisme et physicalisme. Donc sur ces 4, il y en a 3 qui vont défendre un monde physique fermé en termes de causalité, mais qui admettent l'existence de processus mentaux, de la conscience, donc il n'y a pas d'interaction directe. Il n'y a pas d'interaction directe entre le monde physique et la conscience. Donc ils vont sauver le principe de fermeture causale du monde physique, ce que Popper appelle le monde 1, c'est-à-dire c'est le monde... J'avais fait un petit tableau. Voilà, le monde 1 typiquement, ça va être au plus bas niveau. Au plus bas niveau, les atomes d'hydrogène et hélium, les éléments de la matière un peu plus lourds, les organismes vivants, tout ça c'est le monde 1 en fait, c'est le monde de la matérielle en fait, c'est le monde dans lequel on vit. Voilà. Je me suis perdu. Donc voilà, le monde physique, le monde de ces entités-là, reste fermé en termes de causalité. Et cette fermeture causale est pour lui l'élément fondamental qui permet de définir le matérialisme, ou le physicalisme. Donc en reprenant nos 3 intuitions précédentes, le matérialisme selon Popper va se caractériser par la 3e forme, c'est-à-dire on va se retrouver avec la 3e intuition, c'est-à-dire le monde physique est clos en termes de causalité. On va donc avoir parmi ces théories ce qui va associer 3 et 1, c'est-à-dire le monde physique est clos et on a esprit et corps qui ne sont pas la même chose, et celles qui vont donc rejeter la possibilité d'interaction, c'est-à-dire le monde physique est clos, le corps et l'esprit c'est pas la même chose mais donc ils ne peuvent pas interagir. Et la deuxième possibilité c'est le monde physique est clos, le corps et l'esprit interagissent, va falloir se débarrasser de la première, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre corps et esprit, et on va voir qu'il y a plusieurs manières de se débarrasser de la première. Pour les matérialistes, en gros, c'est au bénéfice de l'existence de la seule matière. Donc, parmi les 4, la première et la plus radicale des positions qu'il va contester, c'est le matérialisme radical ou behaviorisme radical. Il n'existe pas de processus mentaux ou conscients. Il n'y a rien qui existe, en fait, à ce niveau-là. Alors, Popper déclare qu'il est peu défendu classiquement. Il insiste sur l'existence de philosophes modernes comme Quine qui sont attirés par cette théorie, et il l'explique par les avancées de la science qui semblent montrer sans ambiguïté que le corps a précédé l'esprit. Donc il dit on peut comprendre effectivement qu'avec les avancées de la science, on puisse se dire comme le corps a précédé l'esprit, on pourrait tout ramener au corps. Il note avec un certain mauvais esprit l'attrait que cette thèse a sur la jeune génération d'étudiants en philosophie. Et en fait, il remarque l'attrait de cette forme de réductionnisme aussi, c'est-à-dire la croyance en une possibilité de réduction du mental au physique, voire à la physique. Pourquoi est-ce que je dis que c'est du mauvais esprit? C'est qu'en fait, dans son livre, Popper ne va quasiment jamais parler des personnes qui réfléchissent aux mêmes problèmes que lui, qui lui sont contemporains. Et on a l'impression que ce qu'il dit, cette jeune génération d'étudiants en philosophie, en fait, c'est les philosophes contemporains de Popper, qui vont très mal le prendre, des gens comme Dennett, par exemple, qui est dans la critique du bouquin, elle est très intéressante à lire, la recension du livre de Popper par Dennett, parce que, comment dire, c'est assez explosif, on va dire. Le texte est très court, mais c'est assez virulent. Et en fait, Popper a cette façon de faire assez étonnante dans ce livre-là, c'est-à-dire que les auteurs contemporains n'intéressent pas des masses, en fait. Il les traite
parle, le mépris, il n'existe même pas, il n'en parle pas. Il y a une petite interview après, qui est à la fin du livre, qui vient éclaircir un petit peu le contenu, où il développe un peu sa théorie, et en fait les intervieweurs lui demandent ce qu'il pense des nouvelles théories, etc., notamment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Il dit oui, je lis pas, ça m'intéresse pas. Voilà, la position est assez raide. Donc Popper, contre ça, il lui oppose déjà une première conviction, c'est que on a des états mentaux, et la conviction que les autres aussi ont des états mentaux. En fait, on peut deviner, en les voyant agir, qu'ils ont des états mentaux. Alors, il s'appuie aussi sur autre chose que simplement des convictions. Il va utiliser des illusions d'optique, par exemple, et il va dire que c'est quand même assez extraordinaire que je vois l'illusion d'optique, que je vois bien, enfin je suis sujet à l'illusion d'optique. Il fait quelques dessins, ils sont reproduits à l'intérieur de ça. Mais par contre, je suis tout à fait capable de dire, mais c'est une illusion. Il dit, et donc, si je vois un phénomène, mais qu'en même temps, au niveau verbal, je suis capable de dire le contraire, c'est bien qu'il y a deux réalités différentes. Donc on ne peut pas évacuer les faits mentaux. Donc pour lui, en fait, les behavioristes se trompent en voulant se baser que sur des observables. Les comportements, par exemple, sans inférer d'état interne. Pour Popper, la science se satisfait tout à fait des inobservables. C'est une dimension de la science. On postule les inobservables assez facilement. Alors il s'appuie notamment sur la physique moderne, en tout cas moderne à son époque, mais qui est moderne aussi aujourd'hui, c'est la mécanique quantique par exemple, qui est quand même assez particulière à envisager. Mais pas que la mécanique quantique. En gros, il dit des inobservables en science, on en a tout le temps, donc il n'y a pas de raison d'un seul coup de vouloir les éliminer quand on parle spécifiquement du problème corps esprit. Enfin, pour lui, et c'est le troisième argument, je vous laisse, par contre, je ne vais pas qualifier le poids des arguments, un des gros problèmes de cette thèse-là, qui élimine comme ça le mental, en fait, c'est qu'elle simplifie la cosmologie et qu'elle nous débarrasse quand même du problème le plus intéressant à résoudre. Donc il y a presque une dimension sportive en fait dans ça, mais il est bien ce problème là, j'ai bien envie de me frotter, et vous le jetez en fait, alors que c'est ça qui est intéressant à résoudre. Une autre famille d'opposition à Descartes qu'il appelle matérialisme, c'est ce qu'on va appeler les parallélismes. Alors typiquement, première famille de parallélisme, c'est-à-dire où l'esprit et le corps vont être en parallèle. Voilà, ils vont évoluer en parallèle, on verra qu'il y a plus ou moins d'interaction, etc. Donc le panpsychisme, typiquement le nom qui vient en tête c'est Spinoza. Alors il associe Leibniz au panpsychisme aussi dedans. Leibniz, vous voyez un peu ou pas? Leibniz il propose l'existence de ce qu'il appelle des monades, en fait, qui sont des points géométriques, donc qui n'ont pas d'étendue non plus, qui sont des esprits, des âmes, et en fait les corps sont des monades agrégées que l'on voit matériellement en fait sous un certain aspect. C'est ça qui leur donne leur aspect matériel. Donc il est plus spiritualiste en fait, Leibniz. Donc le panpsychisme en général va faire du mental une qualité interne de toute matière. Ça marche avec la monadologie leibnizienne. Donc c'est une qualité interne, et toute matière a cette qualité-là. Il y a une dimension psychique dans toute matière. C'est pour ça qu'on l'appelle panpsychisme. Les choses ont donc deux aspects parallèles, inséparables. Donc c'est bien un monisme in fine, parce que les deux aspects sont inséparables. Les deux ne forment qu'un, c'est des attributs d'une même chose en soi, si on veut citer Spinoza par exemple. C'est deux façons de voir une même chose. Donc Leibniz est plus spiritualiste que Spinoza. Il partage avec le matérialisme radical, selon Popper, l'adage qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est l'adage de l'Ecclésiaste, et c'est quelque chose contre lequel il se bat. D'ailleurs, si vous voyez, en fait, il y a une progression, en fait. C'est-à-dire que dans le monde 1, on part des atomes d'hélium et d'hydrogène, et puis on va former des atomes un peu plus complexes, et ces atomes plus complexes vont former des molécules, et puis ces molécules vont former des organismes vivants, etc. Donc il y a une complexification, et donc il y a bien du nouveau sous le soleil, en fait, pour Popper. Et ce qu'il reproche au parallélisme, et notamment au panpsychisme, et à l'éliminativisme qu'on a vu avant, c'est que justement, pour eux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Il y a de la matière et point barre. Et pas d'autres propriétés. Deuxième parallélisme, c'est ce qu'on appelle l'épiphénoménisme. Alors l'épiphénoménisme, c'est une doctrine qui est associée à quelqu'un qui s'appelle Huxley, qu'on appelait le bulldog de Darwin, qui est un contemporain de Darwin, et qui défendait très fortement, on l'appelait le bulldog de Darwin, parce qu'il allait défendre la théorie de l'évolution dans des conférences un peu musclées. Voilà, c'était quelqu'un qui défendait très fortement l'évolution. Donc c'est une sorte de limitation du panpsychisme au vivant dans l'épiphénoménisme. Il n'y a plus de dimension psychique dans la matière inanimée, c'est vraiment quelque chose qui se réserve au vivant.
l'interaction est unilatérale, l'esprit est un sous-produit du corps. On dissout un peu, alors un peu à la Hume aussi, je ne sais pas si vous connaissez un peu Hume. L'esprit devient une sorte d'agrégat de mes sensibilités. Voilà, donc il n'y a plus réellement d'esprit en tant que tel. Donc c'est une chose immatérielle, c'est plus vraiment une chose immatérielle, mais un agrégat de perception, un agrégat de petites choses immatérielles. Il n'a plus d'action causale, Hume conservait l'action causale, mais Huxley s'en débarrasse, et l'esprit est un produit accessoire du fonctionnement du corps. Et pour Popper, en fait, toute explication du mental doit reposer sur la sélection naturelle. Or, son argument, c'est que rien pour lui ne permet d'expliquer la présence de l'esprit si on lui enlève toute fonction biologique de survie. Il ne voit pas comment quelque chose d'accessoire pourrait subsister ainsi. Donc il oppose Darwin à Huxley en disant l'épiphénoménisme, en gros, il existe quelque chose qui est l'esprit, mais s'il n'a aucune interaction, il ne sert à rien. C'est-à-dire, en gros, si c'est juste qu'il se passe quelque chose au niveau de la matière et qu'en même temps il se passe quelque chose au niveau de l'esprit, mais qu'en fait on pourrait l'enlever, ça ne changerait pas grand-chose, il dit, mais c'est contre la théorie de l'évolution. Alors c'est, à mon avis, une très mauvaise interprétation de l'évolution. Je ne suis pas sûr que l'évolution dise qu'on ne conserve que les caractères utiles. Je pense que l'évolution fait qu'on se débarrasse des caractères, enfin on se débarrasse des individus qui sont porteurs des caractères néfastes, mais l'utilité du caractère n'est pas la seule condition pour qu'il reste. Bon, néanmoins, lutter contre l'épiphénoménisme en interprétant uniquement la survivance des caractères utiles me semble pour moi un contresens. Bref, il explique que c'est pas logique en fait. L'épiphénoménisme ne rend pas compte de ce qui se passe et qu'on ne comprend pas comment quelque chose d'aussi compliqué que l'esprit pourrait exister alors que ça sert à rien. On peut l'entendre en fait dans ce sens-là. On ne va pas rentrer dans les détails, effectivement. Ça coûte de l'énergie d'avoir un esprit, etc., etc. Donc pourquoi pas. La quatrième et dernière, c'est ce qu'on appelle les théories ou la théorie de l'identité psychophysique, qui reconnaît la possibilité de l'action causale entre états mentaux et états physiques. Et comment est-ce qu'elle fait pour reconnaître ça? C'est qu'en fait, ils sont identiques. Il n'y a pas de différence entre le physique et le mental. Donc on peut les voir comme deux versants d'une même réalité, comme deux façons d'en parler. Alors, il y a plusieurs versions de cette identité. Il y a un état mental, c'est ce qu'on appelle l'identité des types, un état mental pour un état cérébral, et l'identité qu'on dit token ou occurrence. Une occurrence correspond à une autre occurrence. Alors, il ne fait pas du tout la distinction entre ces deux types en fait, d'identité, qui est problématique parce qu'elles ont ouvert des champs théoriques assez larges, mais lui il dit bon, c'est la théorie des identités, et en gros tout ce que je dis sur l'un, qui est plutôt l'identité forte en fait, des types, ça marche aussi pour l'identité des occurrences. L'identité des occurrences, typiquement, vous voyez les machines à café, je pense que vous en avez pas mal à l'hôpital, elles sont probablement, selon les marques en fait, elles sont construites différemment, mais quand vous mettez une pièce, vous avez le même café pas bon à la sortie. Voilà, en gros, ça a la même fonction. C'est foutu différemment, mais ça a la même fonction. Donc, on a des théories de l'identité en fait qui disent qu'il y a un lien entre état cérébral et esprit, mais en fait, ça va pas forcément prendre la même forme, soit chez des individus différents, soit chez des espèces différentes, si on pense à des extraterrestres qui auraient une conscience par exemple, etc., etc. Donc, c'est pas la même chose de dire il y a qu'un seul type. C'est-à-dire qu'il y a un truc mental qui donne un état, enfin il y a un état physique qui donne un état mental, et puis la possibilité de produire des états mentaux avec des réalités cérébrales différentes. Donc ça, il s'en occupe absolument pas. Il fait pas de distinction. Et en fait, il va reprocher à l'épiphénoménisme, donc le fait d'avoir juste l'esprit au-dessus ou la conscience au-dessus d'états cérébraux, mais qui n'a pas d'utilité particulière. Pour lui, ça rejette l'interaction donc esprit-corps. Il va reprocher à l'identité psychophysique de ne pas la permettre en fait réellement. Il n'y a pas réellement pour lui d'interaction entre esprit et corps parce qu'il n'y a plus d'esprit. C'est la même chose. Voilà. Alors, pareil, il y a toute une littérature théorique sur ça, et effectivement, on a l'impression qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'il les a pas lus, parce qu'il en cite quand même quelques-uns vite fait, et connaissant le bonhomme et l'histoire qu'il y a derrière, et puis sa grande culture et sa façon d'en parler, il les a probablement lus, mais il veut juste pas en parler, en fait, ça l'intéresse pas, il dit non, mais tout ça c'est... Voilà, il n'y a pas suffisamment de différence entre corps et esprit, et si vous faites suffisamment de différence, alors vous êtes dualiste, donc votre théorie ne marche pas.
Donc, pour Popper, les théories vont soit tomber du côté de l'épiphénoménisme, si elles sont plutôt matérialistes, soit vers le panpsychisme, si elles sont plutôt spiritualistes. Donc, en gros, toutes ces théories de l'identité, en fait, on peut les recaser dans d'autres catégories. Ce sont des hypothèses qui ne tiennent pas. Donc, il y a un argument commun qui permet, pour Popper, soi-disant, de casser en fait, ces théories-là. Il est exposé dans un des 2 articles que j'ai trouvé en français sur ce texte-là, un article écrit par Joël Dolbeau. Et en gros, c'est un argument qui pèse en fait sur la façon dont on peut penser des normes de rationalité. Donc je vais vous lire le résumé qu'en fait Dolbeau, parce que je trouve que c'est extrêmement bien fait. Donc son argument, c'est de dire que penser le respect des normes de rationalité, c'est-à-dire de la logique formelle et de certains principes méthodologiques, doit jouer un rôle déterminant dans l'adoption d'une thèse. Ça implique en fait que le respect de ces normes peut jouer un tel rôle. Okay, les lois de la logique, en gros, jouent un rôle quand on adopte une thèse. On peut penser ce truc-là. Or, le respect des normes de rationalité est un processus mental, qui n'est pas soumis aux lois de la physique. Il est soumis aux lois des raisons, mais pas aux lois des causes, en tout cas de la causalité physique. Donc lors de ce processus, il est clair que nos états mentaux se soumettent à des principes logiques et méthodologiques qui ne sont pas les lois de la physique, mais qui sont les lois de la logique. Pour l'instant, vous êtes toujours d'accord avec moi ou pas? Enfin, d'accord avec Dolbeau qui résume Popper. Donc par conséquent, ça va conduire à penser qu'un processus mental non soumis aux lois de la physique, le respect des normes de rationalité, peut déterminer un processus physique, à savoir l'exposé verbal d'une thèse. Le penser, c'est une chose, mais à partir du moment où je le dis, je fais rentrer le physique en jeu. Donc en gros, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on soit capable de suivre des normes de rationalité si ces normes de rationalité qui ne suivent pas les lois de la physique sont fondées sur les lois de la physique? Pour lui, il y a une incompatibilité avec ça. Voilà. Tu voulais parler un peu plus du langage en fait tout à l'heure, je pense donc je pense que ça rentrera dans le cadre là. Donc pour lui, ça contredit le principe de clôture causale de la physique. Et donc l'épiphénoménisme et les théories de l'identité ne peuvent pas fonctionner parce que forcément il faut bien qu'il y ait les deux. On voit bien qu'il y a 2 réalités différentes, il faut bien qu'elles soient capables d'interagir parce que si je suis capable de verbaliser une thèse que j'ai pensée comme juste, je l'ai pensée comme juste grâce aux lois de la logique qui ne suit pas les lois de la physique. Donc, bon, aujourd'hui, en fait, on est plutôt sur ces thèses-là, en fait. C'est plutôt les thèses qui sont défendues en philosophie de l'esprit moderne. On est sur des thèses, pas forcément d'identité, mais voilà, des thèses qui sont plutôt des thèses effectivement physicalistes et matérialistes. On pense qu'il faut sauver, pour certains, la causalité mentale. On pense aussi qu'il faut plus ou moins sauver l'existence des faits mentaux. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui considèrent qu'on pourra réduire en fait tout ce qu'on met dans le domaine du mental à la physique ou à la neurobiologie. Mais voilà, en gros, les hypothèses que rejette Popper là, ce sont les hypothèses qui sont défendues, en fait, aujourd'hui, qui étaient déjà défendues à son époque, sauf qu'il ne les attaque pas avec les auteurs de son époque. Il s'appuie essentiellement sur les grands anciens. C'est assez étonnant comme façon de faire de sa part. Donc, qu'en est-il maintenant de ce ternarisme popperien? Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, il propose, lui, un interactionnisme, une forme de dualisme, on va voir qu'il est rénové. Il abandonne la clôture physique du monde, c'est-à-dire que le monde, la clôture causale du monde physique pour lui est une erreur, en fait, elle ne doit pas se penser comme ça. Et il va proposer des solutions qui vont permettre de dépasser en fait, les impasses, soi-disant, rencontrées par Descartes, et particulièrement la difficulté qu'il est à rendre compte de l'interaction, parce que l'interaction pour lui est importante. Et pour ça, il a besoin d'un 3e monde. Et en ça, il est plus strictement dualiste. Il est ternariste, ou quel que soit le mot que vous voulez mettre dessus. Donc comment est-ce qu'il va sauver l'interactionnisme? Alors déjà, la première difficulté de Descartes, ça vient de l'ontologie cartésienne, de sa vision de la matière et de la causalité. Popper fait remonter le matérialisme aux atomistes grecs, comme déjà dit. Le fait que les corps remplissent l'espace conduit à la possibilité qu'ils se poussent, et cette poussée devient l'explication, le mécanisme princeps de l'interaction causale. Or Popper propose que cette théorie a été réfutée. D'abord par la gravitation newtonienne, qui est sans contact, et une attraction, c'est-à-dire ce qui a posé de considérables problèmes à Newton lui-même, qui comme il dit, il ne force pas d'hypothèse. Il n'avait pas d'hypothèse pour cette gravitation. C'est plus une poussée, la gravitation, c'est de l'attirance. Ça ne rentre plus dans le cadre en fait, de la physique classique, on va dire. Donc pour lui, le premier à réfuter ça, c'est Newton.
avec la gravitation. Et après, par la découverte de l'électron, on s'est rendu compte que l'atome pouvait diviser. Bon, ce qui ne choquerait plus Descartes, parce que Descartes n'était pas atomiste. Il considérait qu'on ne peut pas on peut pas arrêter la division. Donc c'était pas un atomiste. Mais là encore, la solution matérialiste va être de déplacer la plus petite unité de matière de l'atome à ses constituants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a plus cette image de l'atome comme grain de matière unitaire. On a tous cette image que dans l'atome, il y a d'autres petits grains qui forment l'atome, etc., etc. Mais la découverte d'autres particules, en fait, nous a fait découvrir aussi des particules qui étaient instables. Il y a des particules qui se désagrègent toutes seules. Et ça contredit, pour Popper, la conservation de la matière. La matière peut être détruite, elle peut aussi être créée, le rapport énergie-matière, etc. Et donc, ce n'est pas une substance. Parce que par définition, une substance, ça ne peut pas être détruite et créée, ça existe en soi et pour soi. Donc, pour Popper, la matière est, je cite, l'énergie extrêmement condensée, transformable en d'autres formes d'énergie, donc quelque chose de la nature d'un processus, que l'on peut convertir en d'autres processus tels que la lumière et bien entendu la chaleur aussi. Donc pour Popper, le principal problème, c'est la position essentialiste. Et il s'oppose à cette position-là. Il convient qu'on ne sait pas très bien ce qu'est la matière, il convient qu'on ne sait pas très bien ce qu'est l'esprit non plus. On en sait un peu sur les particules, un peu sur l'esprit, et si nous nous passons des positions essentialistes, sous forme de question « qu'est-ce que ?», et qu'on se contente de conjectures, c'est-à-dire de quelque chose qui est critiquable, je suppose que, je pose l'hypothèse que, et donc je peux critiquer ça, et je vais chercher à critiquer ça, il devient possible d'envisager l'interaction. La réfutation de la matière comme substance porte un coup à l'idée de causalité mécaniste qui est portée par Descartes. Cependant, même sans cela, il remarque aussi que ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'exemple de causalité qui serait orienté différemment ou qui aurait lieu entre des éléments différents que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on n'en a jamais vu que ça n'existe pas. Donc pour lui, cette histoire de substance n'était pas franchement un danger pour la causalité. Il dit simplement que ça a créé Descartes à penser comme ça. Donc, le premier pas consiste à renoncer à la notion de substance. L'univers est pour Popper un ensemble de processus changeants. Je cite, « La théorie physique de la matière n'est plus matérialiste. Elle devient maintenant une théorie de la matière, une théorie qui explique la matière en supposant des entités non matérielles, quoique certainement pas mentales. » C'est-à-dire qu'il fait aussi très attention de ne pas mettre du psychisme dans la matière. Donc, voilà, on ne sait plus trop ce que c'est que la matière. En tout cas, c'est plus une substance. Pour Popper, en fait, on voit un phénomène, c'est que le matérialisme a réussi à se transcender lui-même dans la physique. Cette idée de transcendance, c'est une idée qui est fondamentale. La capacité d'autodépassement à produire à partir d'une chose une autre chose va à l'encontre de la phrase de l'Ecclésiaste que je vous citais tout à l'heure, « Rien de nouveau sous le soleil ». Et pour Popper, cette phrase-là est le mantra réellement des matérialistes. Et Popper, lui, est émergentiste. C'est-à-dire que dans la matière, il apparaît systématiquement des nouvelles choses avec des nouvelles propriétés. Et on ne peut pas forcément expliquer ces propriétés par les propriétés des éléments en dessous. Alors, je dis bien pas forcément, parce qu'évidemment, comme il s'intéresse à la science, il n'est pas complètement contre le réductionnisme. Il sait bien qu'il y a des possibilités de réduction. Par contre, il est contre la réduction totale d'un élément, d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Donc le petit tableau qui a été fait là, en fait, vous voyez, hydrogène, hélium, on constitue des éléments plus lourds, on va constituer des molécules ensuite, ça va constituer la vie, etc. Et tout ça, en fait, cet élément-là a des propriétés que ça n'a pas. Et ça a des propriétés que ça n'a pas. Et en fait, on verra qu'on va pouvoir monter en fait, dans les niveaux comme ça et traverser les différents mondes avec Popper. Donc c'est ce qu'on appelle l'émergentisme, bon, qui n'est pas quelque chose qui devrait trop vous surprendre, parce que c'est voilà, assez courant aujourd'hui. On va voir ce qu'il en fait. Donc Popper partage avec les matérialistes, comme il le revendique, l'idée que les choses matérielles sont réelles. L'idée que les champs de force, les charges, les entités physiques théoriques autres que la matière sont réelles. C'est un petit peu perfide, c'est-à-dire qu'il est avec les physicalistes sur ce coup-là, mais il dit, regardez, moi je vais être d'accord avec vous et je vais être d'accord avec des choses qui ne sont pas de la matière. Aussi, c'est-à-dire les forces, toutes ces entités un petit peu étranges. Il partage aussi avec eux l'hypothèse de l'évolution. Mais il propose que l'évolution rende compte de l'émergence de niveaux distincts de réalités qui sont plus que la somme de leurs constituants. Il émerge des réalités d'une part et que d'autre part, ces réalités peuvent interagir du bas vers le haut. Alors qu'on a plutôt tendance, dans les positions émergentistes, à considérer qu'on va pouvoir expliquer ça à partir de ça, on va pouvoir expliquer ça à partir de ça, on va pouvoir éventuellement expliquer ça à partir de ça, mais pas dans l'autre sens. Popper lui dit, si, on peut tout à fait avoir des possibilités d'explication du niveau supérieur pour expliquer le niveau inférieur, et même, on peut avoir on peut avoir une causalité qui serait une causalité descendante.
On peut avoir ça qui a une action causale sur ça, ça qui a une action causale sur ça. Donc pour Popper, la vie provient d'une réorganisation de la matière et avec elle apparaissent des problèmes. À partir du moment où la vie apparaît, il y a des problèmes qui apparaissent. Ces problèmes, il faut les résoudre. La conscience est un autre niveau d'émergence. Donc du monde 1, celui de la matière, à partir d'une forme d'organisation particulière, va émerger une autre réalité avec ses propriétés qui sont propres, pas forcément réductibles aux propriétés du monde 1, c'est ce qu'il appelle le monde 2. Donc la capacité de ressentir, donc la conscience animale, puis la conscience de soi et de la mort, ça c'est le monde 2. Donc c'est typiquement ce qu'on aurait rangé dans la catégorie esprit, si on regarde les théories mind-body problem typiques à la Descartes, etc. Donc l'esprit est une disposition émergence. Donc l'émergence de l'esprit apporte l'intentionnalité, les buts. Et ce qui est important, c'est que cette évolution créatrice est imprévisible. On ne peut pas prédire l'émergence des propriétés, ni les propriétés qui émergent. Popper est fondamentalement indéterministe. Il est contre le déterminisme. On verra aussi pour quelles raisons après. Donc l'émergence est soumise aux critiques du déterminisme, de l'atomisme et des théoriciens des potentialités, qui sont trois façons de s'opposer en fait à la théorie de l'émergence. Donc contre les déterministes, Popper s'attaque à Laplace. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Laplace ? Voilà, donc il s'attaque à un scientifique du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe, pour s'opposer au déterminisme. Donc, selon Laplace, rapidement, une intelligence qui aurait connaissance de toutes les forces de la nature et d'un état de la nature, un état de ce qui la compose, pourrait connaître ce qu'il va advenir et d'où cet état provient. C'est-à-dire, si on connaît toutes les formes et un état de fait, on doit pouvoir prévoir ce qui va se passer et on doit même pouvoir remonter ce qui s'est fait avant. Ça, c'est l'explication laplacienne. Laplace, en fait, explique ça dans une théorie des probabilités. Et pour Laplace, la probabilité, c'est une histoire de connaissance subjective qui n'est pas complète. L'indétermination est une question d'ignorance partielle, en fait, pour Laplace. Mais pour Popper, en fait, la physique moderne suggère l'existence de probabilités objectives, de choses qui sont réellement que probables, et pas certaines, d'événements hasardeux. On peut remarquer que pour Popper, le seul déterministe qui vaille que l'on prenne le temps de le critiquer est Laplace, c'est-à-dire un penseur de la fin du XVIIIe et du début du XIXe. C'est un penseur qui est aussi critiqué par Dennett, qui est lui fondamentalement déterministe et fondamentalement compatibiliste, c'est-à-dire que Dennett, qui est un penseur contemporain, qui s'oppose à Popper, enfin qui s'est opposé à Popper mais qui n'en parle plus vraiment, même s'il utilise d'ailleurs des modèles des individus poppériens comme il dit, puisqu'il a une grande connaissance des livres. Il y a tout un champ de pensée déterministe aujourd'hui qui sont en opposition évidemment avec Laplace. Il y a d'autres modèles plus intéressants du déterminisme que le déterminisme laplacien. Ce qui est très étonnant, c'est que Popper ne s'intéresse qu'à celui-là. Donc quasi tous les déterministes modernes en fait sont contre Laplace. L'atomisme a déjà vu son cas réglé précédemment, l'argument principal dans l'optique de sauver l'émergence restant que nous sommes matériellement toujours bien incapables de, je cite, dériver ou de prédire à partir des premiers principes même la majorité des propriétés des macromolécules infiniment variées. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit à l'atomisme ? Il dit bon ok, d'après vous tout est constitué d'atomes, il y a les lois physiques, etc. On peut tout prédire, mais qu'est-ce qui a été prédit ? Qu'est-ce qu'on a réduit ? Même la chimie n'a pas réellement été réduite à la physique, d'après Popper. Donc en gros, il leur dit bon bah ok, vous annoncez qu'on peut le faire, mais en fait on le fait pas. Et ça n'arrive pas. Quant à la théorie des potentialités, c'est une théorie qui dit que tout est déjà contenu en germe à l'intérieur de tout. Il y a des, en gros, si une propriété nouvelle émerge, c'est que ce qui constitue cette propriété contenait en germe déjà les dispositions pour faire émerger ces propriétés. Ça renvoie directement au panpsychisme. Donc, c'est encore la physique moderne qui sert en principe d'argument contre le déterminisme. Les explications probabilistes remplaçant les explications déterministes. L'argument là-dessus tient en fait la tendance des éléments radioactifs à se désintégrer en fait spontanément. C'est-à-dire, il y a des lois de désintégration. On ne peut pas dire exactement quand ni quoi, mais on sait que ça va se désintégrer avec des lois qui sont strictes. Donc on est dans le probabiliste plus que dans le déterministe. Donc la probabilité qu'un atome donné se retrouve dans une molécule organique est quasi nulle. On peut tirer des explications probabilistes qu'à partir du moment où la probabilité s'éloigne encore de zéro. Donc on n'avait aucun moyen, et on n'a aucun moyen de savoir, aucun moyen de prévoir une émergence. C'est-à-dire qu'un atome ici, pour qu'il se retrouve dans de la matière organique là, un atome quelconque dans l'univers pour qu'il se retrouve dans de la matière organique, sa probabilité est nulle, absolument nulle. Donc pour lui, ça fait on ne peut pas prévoir, on ne peut pas déterminer. Et une des spécificité de l'émergence, c'est justement qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas la prévoir. En fait, ce qui est derrière, c'est de sauvegarder la liberté. La lutte contre le déterminisme est une lutte pour la liberté, notamment la liberté humaine.
Donc, pour Popper, la conscience est justement un de ces phénomènes émergents. Alors il dit, d'abord, les faits mentaux existent au sens où ils ont un effet. Alors cette histoire d'interaction maintenant. Le réductionnisme considère que l'on peut expliquer les niveaux d'organisation supérieurs par les niveaux d'organisation inférieurs. C'est-à-dire que je peux expliquer ça à partir de ça, et quand j'aurai réussi à expliquer ça à partir de ça, je peux me contenter des lois en fait, et de ce que je sais sur ça pour l'expliquer. C'est par exemple réduire la chimie à la physique, et réduire la neurobiologie à la chimie, puis la réduire à la physique, etc. Donc on peut expliquer ce qui est en haut par ce qui est en dessous. Certains visent même une réduction totale à la physique, et ça autorise un sens causal des niveaux inférieurs vers les niveaux supérieurs. C'est-à-dire que si je peux expliquer ça par ça, c'est-à-dire que je peux avoir une causalité de là à là. Et la causalité ne va que dans un sens, d'après Popper. Donc 2 points confortent le réductionnisme. D'abord le fait que tout soit ou vienne de la matière, et la pratique même de la science. La science a tendance à vouloir réduire. Et c'est quelque chose que Popper reconnaît, et il trouve que c'est très très bien d'ailleurs de vouloir faire ça. Mais pour la première, c'est-à-dire le fait que tout vienne de la matière, Popper remarque que l'évolution a créé des structures qui sont plus que la somme de leurs parties. Il prend un exemple, une société survit à la mort d'un nombre considérable de ses membres, mais une grève peut causer une grande souffrance à un grand nombre d'individus. Il prend l'exemple d'une grève d'électricité. Bon, on peut dire l'inverse, qu'une grève peut aussi apporter ou préserver des conditions de vie qui garantissent un certain bonheur individuel. Je note que j'ai fait ça, voilà. Mais bref, on peut donc avoir, pour lui, regardez, c'est pas parce qu'on détruit le niveau du bas que la causalité va probablement fonctionner, mais ce qui se passe en haut, ça a des effets aussi sur les constituants. C'est-à-dire qu'il y a une forme de causalité qui est descendante. Donc un animal peut survivre à la mort et survit en général, et tout le temps d'ailleurs, à un nombre considérable de ses cellules. Par contre, si l'animal meurt, les cellules vont certainement mourir derrière. Donc là encore, un exemple de causalité descendante. Donc pour la seconde objection, en fait, il prend le réductionnisme méthodologique comme essentiel pour la science. C'est-à-dire, oui, il faut qu'on réduise. En science, la méthode de la réduction, c'est une bonne idée, c'est vecteur de progrès. Et toute réduction possible est en quelque sorte bonne à prendre. C'est d'ailleurs ce qu'on demande à la science. Mais par contre, il doute qu'une réduction totale soit possible, et pas uniquement une réduction à la physique, mais d'un niveau intermédiaire à un autre. Ça tient à l'influence des niveaux supérieurs sur les niveaux inférieurs notamment. C'est-à-dire qu'en fait, il dit oui, méthodologiquement, il faut se dire qu'on va réduire, mais en fait, il ne faut pas y croire. On ne va pas le faire, ça ne marchera pas. Donc le réductionnisme philosophique, et notamment de Hilary Putnam et de Oppenheim, lui semble voué à l'échec. Chaque nouvelle explication, pour Popper, ouvre une part d'inconnu. Je vous ai dit, Popper ne croit pas qu'on peut tout savoir. À chaque fois qu'on trouve une nouvelle explication, en fait, on découvre tout un tas de nouveaux problèmes. Et ça ouvre une part d'inconnu. Et c'est aussi ce qui fait qu'on ne peut pas réduire. Donc une hypothèse, ce qu'il appelle une explication conjecturale, porte en elle un doute, apporte de la nouveauté. Et cette nouveauté systématique, cette incomplétude constitutive de la science rend impossible le programme réductionniste, ou comme il le nomme, le programme matérialiste, parce que pour lui c'est la même chose. Donc pour Popper, la causalité descendante est possible et fréquente. Et ça va lui permettre d'expliquer comment les mondes 1, 2, donc 1 c'est le corps, la matière, 2 c'est l'esprit, et 3 c'est les productions de l'esprit, comment ces trois-là vont pouvoir interagir. Parce que comme le 2 émerge du 1 et que le 3 émerge du 2, on pourrait voir une causalité qui serait montante, mais Popper prouve que la causalité descendante est possible. Et donc il va montrer, grâce à la causalité descendante, qu'on peut avoir des interactions entre ces niveaux-là. Donc Popper définit 3 mondes. Le monde 1, celui de la matière, des corps et du corps. Il en a émergé le vivant, concomitamment au problème, puis la conscience. Le monde 2. L'esprit a pour Popper émergé au cours de l'histoire de la vie. Les animaux ont pour lui un certain niveau de conscience. La particularité humaine est le langage. Dans l'idée de Popper, c'est un processus évolutionniste d'autant moins prédictible que la causalité descendante permet aux individus de modifier leur environnement et donc les modalités de la pression sélective. C'est-à-dire que, évidemment, il est très évolutionniste, évidemment, on est sélectionné, poussé, déterminé en partie par notre environnement, mais on modifie aussi notre environnement. Et donc les choix que je fais, mes préférences, elles ont une importance fondamentale dans ma propre constitution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le matériel qui me constitue, je change aussi mon environnement, et en changeant mon environnement, je change l'influence qu'il a sur moi. Vous voyez ce système d'interaction-là. Donc la causalité descendante, en fait, lui permet de dire ça. Donc mes préférences comptent, et elles comptent énormément, parce que les animaux ne sont pas que soumis à la pression du milieu, ils agissent eux-mêmes sur le milieu. Donc Popper affirme l'existence des états mentaux, hors des entités physiques,
La preuve de leur réalité est qu'ils ont une influence, ils agissent dans le monde. À la différence de Descartes, les états mentaux ne sont pas forcément conscients. Popper ne défend pas un esprit conscient. Il considère d'ailleurs que la dimension consciente de notre esprit est toute petite par rapport à ce qui se passe hors de la conscience. Autre particularité, celle qui fait aussi son originalité, il existe aussi un troisième monde, celui des contenus de pensée, des produits de l'esprit humain, dont les théories, vraies ou fausses, les mythes, etc. etc. Donc rapidement, le monde 3. Donc le monde 3 existe. Alors le critère de réalité dépend pour Popper de la capacité à. Qu'est-ce qui fait que quelque chose existe? Pour Popper, la marque que quelque chose existe, c'est que cette chose a la capacité de provoquer un effet déterminé sur les choses à première vue réelle. Autrement dit, les choses matérielles de taille ordinaire. Nous pouvons expliquer certains changements dans le monde matériel ordinaire comme étant les effets causalement déterminés d'entités dont la réalité est conjecturée. C'est-à-dire que quelque chose existe à partir du moment où, dans mon monde à moi, autour de moi, commun, etc., ça peut avoir un effet. Même si la chose que je suppose avoir un effet est conjecturée. J'ai pas forcément la preuve matérielle de son existence. Typiquement, l'esprit, pour lui, c'est une évidence, en fait, a des effets dans le monde. Donc les objets du monde 3, c'est-à-dire nos productions intellectuelles, nos productions culturelles, sont réels. Et que ces objets aient ou non une forme physique. Il y a pour Popper des objets du monde 3 qui n'ont pas d'incarnation. Typiquement, une sculpture fait partie de notre environnement culturel. C'est un objet du monde 3, mais qui a pris une forme dans le monde 1. Mais il y a aussi des théories qui n'ont pas forcément de prise ou qui n'ont pas forcément de forme dans le monde réel. Et tout ça, ça existe. Et tout ça, ça agit. Donc, si on prend un livre, les livres, physiquement parlant, ils existent, mais en fait, ce qui fait partie du monde 3, c'est le contenu. Le contenu qui est invariant parmi tous ces livres. Et ça n'a pas forcément d'existence possible. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'autres livres qui ont exactement le même texte, d'exemplaires de ce livre qui ont exactement le même texte, mais le texte en lui-même, où il est, c'est-à-dire le contenu de pensée, où est-ce qu'il est matériellement. Donc les théories, les problèmes, et les problèmes que visent à traiter les théories sont des exemples particuliers de ce monde 3. Souvent, ça a des implications, ça a des effets dans le monde 1. À partir d'une théorie, on va créer des objets, par exemple. Mais pas forcément tout le temps. Et ce qui se passe aussi, c'est que les théories ont la propriété de faire apparaître des problèmes nouveaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un pose une théorie, en utilisant cette théorie ou en venant s'emparer de cette théorie, on va découvrir des problèmes nouveaux. Typiquement, la personne qui a eu la bonne idée d'inventer les nombres, il a aussi inventé les nombres pairs et impairs. Et il s'y attendait peut-être pas. Et puis il a aussi inventé les nombres premiers. Et puis en fait, il a inventé toutes les mathématiques qui sont derrière. C'est-à-dire qu'avec simplement la théorie de la numération, le fait de penser qu'il peut exister des nombres, en fait, on a ouvert des champs, des perspectives qu'on n'a pas encore vues. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du monde 3, il y a des choses qu'on a produites, mais à l'intérieur de ces choses qu'on a produites, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Il faut encore se les approprier, etc. Donc ça fait apparaître des problèmes nouveaux, et en cela, par rapport à leur auteur, il y a une autonomie. Le monde 3 est autonome par rapport aux auteurs. Ça a des conséquences non attendues, inintentionnelles. On peut découvrir, alors plutôt qu'inventer, des conséquences, des nouveaux problèmes grâce aux théories. Avec une théorie qui est posée, on va découvrir de nouveaux problèmes qui sont posés par cette théorie. Je crée une théorie, et la théorie elle-même va créer de nouveaux problèmes dont je vais me saisir, etc. etc. Donc les objets du monde 3 sont objectifs, sont autonomes, et leur influence sur le monde 1 prouve pour Popper leur réalité. Typiquement, ça c'est un gros condensé de théorie. Pour lui, ça fait ça que le monde 3 existe. Donc le monde 3 ressemble un peu au monde des idées platoniciennes, enfin le monde des idées de Platon. Popper a des rapports extrêmement ambigus avec Platon. Je vous invite à lire probablement le livre qui pour moi est le plus intéressant de Popper, en dehors de ses livres de philosophie des sciences qui sont extrêmement intéressants. C'est un livre qu'il a écrit pendant la guerre qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis. Je crois qu'il y a une traduction française récente qui est pas mal du tout, sinon il faut le lire en anglais, Open Society and its Enemies. Notamment il parle de Platon à l'intérieur de ça. Il en fait à la fois le plus grand probablement des philosophes et le père du totalitarisme. C'est-à-dire le type qui s'est trompé tout le temps, mais qui se trompe. Il est meilleur quand il se trompe que quand les autres ont raison, en gros. Donc il a des rapports avec Platon qui sont très très ambigus. Si vous voulez vous amuser un petit peu, lisez ce qu'il a à dire sur Hegel, ça c'est très très drôle. Voilà, là on rigole un peu. Donc voilà, donc Popper est un adversaire de l'idéalisme sous toutes ses formes.
c'est pour ça qu'il critique Platon dans ce livre-là, c'est pour ça qu'il critique Hegel énormément, etc. En fait, son monde 3 est bien constitué d'objets abstraits, mais ce n'est pas des essences. Ce n'est pas un essentialiste, Popper. On y trouve des théories fausses, ce qui ferait dresser les cheveux sur la tête de Platon si on imaginait que dans le monde des idées, il y ait des théories fausses, par exemple. Donc ce n'est pas exactement le monde des idées platonicien. Et avant tout, le monde 3 est constitué de créations humaines. Ce sont les hommes, c'est notre esprit qui crée le monde 3. Donc, en ce qui concerne la façon qu'on a de les appréhender, il n'y a pas d'organe perceptif, intellectuel, qui permettent par une intuition infaillible d'en rendre compte. C'est ce que je disais déjà avec Descartes, en fait, et c'est ce que dit déjà Platon. C'est-à-dire qu'on n'a pas cet organe dans l'esprit qui permet de prendre contact avec le monde des idées, on ne se trompe pas, etc. Ça n'existe pas. On a bien une intuition pour Popper, mais elle est limitée et elle est faillible. En fait, on les appréhende comment ? On les appréhende par la pratique, on les reconstruit. C'est-à-dire que quand on les prend, on les refait, on les réforme, on les reforme. Cette même capacité à les créer, c'est-à-dire la capacité qu'on a à créer les théories, c'est la même qui nous permet de les appréhender. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme de créer une théorie et de comprendre une théorie, d'appréhender une théorie. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'apprentissage par répétition, mais qui est dans l'apprentissage par la pratique. Il faut faire. Donc on pratique. La perception est une histoire de théorie, c'est une histoire d'essai et d'erreur. On apprend à sélectionner dans l'environnement ce qui nous intéresse, on reconstruit l'image, la perception visuelle notamment, en fonction de ce que nous savons de ce qui nous entoure. L'apprentissage de la perception se fait de manière automatique et naturelle, par essai et erreur. Et pour le monde 3, cet apprentissage est social. On apprend le monde 3, on découvre le monde 3 grâce à nos relations sociales. L'archétype de l'apprentissage du monde 3, c'est le langage. C'est pour lui l'apprentissage le plus fondamental en fait. C'est l'apprentissage, le princeps. Là où notre tendance à apprendre le langage est génétiquement déterminée, c'est-à-dire que naturellement on a une tendance à apprendre le langage. Les enfants ont une tendance à apprendre à parler, une tendance naturelle. Elle conduit en fait cette tendance génétiquement déterminée à dépasser sa propre fonction en nous permettant de nous sociabiliser et d'accéder au monde 3. Parce que l'apprentissage du langage, il est social. C'est-à-dire que j'ai une tendance à apprendre, mais j'ai besoin des interactions sociales pour apprendre. Et donc, grâce à ça, je vais dépasser ma tendance. C'est-à-dire que je dépasse mon niveau biologique pour en arriver à l'appréhension du monde 3. Donc, la fréquentation des objets du monde 3 fait évidemment appel aux propriétés et objets du monde 2, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des processus mentaux. La perspective, l'intuition de nouveaux problèmes induit une réflexion. Le monde 3 agit sur le monde 2, c'est-à-dire que prendre une théorie ou un problème, ça me fait réfléchir. Réfléchir, c'est un processus du monde 2. Et en retour, le monde 2 modifie le monde 3, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai réfléchi, je vais créer des objets du monde 3. Et on le modifie en appréhendant les objets. Et en plus, ça peut provoquer l'incarnation de ces objets du monde 3 dans le monde 1. Donc on a une interaction entre ces trois mondes. Voilà. Alors, le monde 3 contient des outils pour modifier le monde 1, des outils appréhendés par des processus mentaux du monde 2. Les mondes 2 et 3 interagissent dans notre façon de saisir les hypothèses et de les modifier, ou de saisir les mythes, ou de saisir les objets construits du monde 3. Et le monde 2 produit et teste des objets du monde 3. C'est un monde actif, le monde 3. Les processus reposent sur l'essai et l'erreur, ça c'est typiquement popperien, comme certains processus neuropsychologiques. Pour lui, il y a des processus qui codent pour l'essai et l'erreur dans notre psyché. Et en fait, il fait le parallèle entre notre façon de faire de l'essai et de l'erreur quand on pense, et des processus neurobiologiques réellement qui codent pour l'essai et l'erreur. Alors, il vient sur les processus d'apprentissage, etc., mais c'est un petit peu compliqué. Et c'est pas en plus extrêmement clair. Mais néanmoins, on a l'impression, et c'est ce qu'il nous dit, l'apprentissage, la façon qu'on a de gérer avec les objets du monde 3, la relation entre les objets du monde 2 et du monde 3, sert d'exemple pour expliquer la relation entre l'esprit et le corps, c'est-à-dire entre le monde 2 et le monde 1. Et il n'est pas plus précis que ça. Nulle part. Voilà, donc je vous le donne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des interactions. Donc ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que l'apprentissage du langage qui est réglé par le monde 3
la dimension culturelle, mais repose sur un fond génétique. Et ça, c'est typiquement lui, c'est-à-dire qu'il y a une dimension culturelle, il y a une dimension sociale, il y a une dimension du monde 3, et qui va interagir avec une dimension du monde 1, qui est pour lui la dimension génétique. Donc il dit un processus dans lequel une disposition génétiquement fondée, issue de la sélection naturelle, chevauche en partie un processus conscient d'exploration et d'apprentissage, fondé sur l'évolution culturelle et interagit avec ce processus. Donc on a un système d'interaction entre le monde des idées, avec des gros guillemets, notre génétique, notre corps, nos processus de pensée, et tout se modifie. Donc l'interaction entre le monde 1 et le monde 2, il ne s'étend pas sur le sujet, mais il fait remarquer que les interactions entre le 3 et le 1 peuvent servir de modèle en fait pour ça. Alors, pour conclure, vu que l'idée c'est quand même de parler du soi, Popper en tire une sorte de théorie du soi. Qu'est-ce que le soi ? Alors déjà, et on a eu une discussion tout à l'heure, Popper dit, mais de façon pas très nette, peut-être qu'il faut le prendre sous un sens un petit peu restreint, qu'il croit en l'existence des soi. Les soi existent. Alors il dit cette phrase. Voilà. Effectivement, il dit d'autres trucs après. Donc, il n'est pas dans la lignée de ce qu'on appelle les théories empiricistes, en fait, qui feraient du soi une sorte d'agrégation de nos perceptions sensibles, simplement. Voilà, il ne doute pas de l'existence du soi. Pour ce qu'il y a des empiricistes, la nécessité de se poser la question, il dit, ils ont une bonne idée en fait, c'est comment le soi se constitue. C'est-à-dire que pour les empiricistes, il n'y a pas de soi à la base, et puis à force d'avoir des petites perceptions, grosso modo, mon soi va se constituer. Bon, alors les empiricistes les empiristes, je le dis en anglais parce que je l'ai fait sur un exemplaire anglais en fait du texte. Les empiristes, pardon. Il se pose la question de la constitution du soi. Sous-entendu, le soi n'est pas a priori, comme les idéalistes le pensent. Donc, avec eux, il est d'accord pour dire qu'il faut se poser la question de la constitution du soi. Et cette constitution, elle est sociale, elle est dans l'interaction avec les autres, elle est dans l'interaction avec les objets du monde 3. Le soi se constitue, en fait, se construit. Mais par contre, il ne doute pas de son existence. Et il est aussi d'accord avec les rationalistes, à la Descartes ou à Kant, qui disent il existe le soi, mais par contre, la grosse différence, c'est que pour lui, le soi n'est pas a priori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un soi qui existe avant toute chose. En fait, le soi, c'est quelque chose qui se construit. On devient soi, on devient un soi. Donc ça se constitue, on apprend à devenir soi. Donc, il ne veut pas poser la question de qu'est-ce que le soi, c'est ce qu'il dit au départ. Donc il veut s'intéresser uniquement au développement et à ses fonctions. Donc le soi va se constituer sur la base de dispositions innées, grâce à des interactions avec le monde 3. La constitution du soi est sociale, passe par des apprentissages comme le langage et les interactions avec autrui. L'apprentissage de soi passe par devenir soi, par faire, par développer des théories sur soi notamment, et sur tester des théories sur soi. Parce que grâce au monde 3, on peut devenir nous-mêmes objet de critique. On peut devenir nous-mêmes objet de pensée critique qui fait qu'on peut changer. Pour ça aussi qu'il est contre le déterminisme. C'est-à-dire que pour lui, la spécificité humaine, c'est d'être capable de revenir sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, et de se changer, d'avoir un regard sur soi. Donc typiquement, il prend l'exemple de l'enfant. L'enfant voit des objets, il distingue dans ces objets des personnes, et puis il apprend ensuite lui-même qu'il est lui-même une personne, et c'est comme ça que petit à petit il va se constituer en tant que personne, puis en tant que soi. Popper parle de l'image renvoyée à l'enfant par le miroir que constitue la conscience que les autres ont de lui. La réponse que fait l'enfant à un sourire, et probablement les réponses qu'on fait nous-mêmes d'ailleurs au sourire, aux risettes d'un enfant, tient à probablement à une relation innée, c'est-à-dire que naturellement on a une réponse particulière au sourire de l'enfant, et naturellement le sourire de l'enfant est une réaction innée, et naturellement sa réponse à nos propres sourires est probablement quelque chose qui est inné et qui tient du monde 1, ne sont pas moins pour lui la première entrée dans le monde 3. Parce que pour lui, l'approbation a une dimension culturelle. Le fait d'approuver ou de désapprouver quelque chose, c'est du culturel. Donc en fait, ce sont des dispositions innées qui vont faire prendre pied à l'enfant dans le monde 3, découvrir qu'il est une personne et à partir de là, dépasser sa propre constitution biologique, on va dire, ou sa propre existence en tant qu'animal. Donc ensuite, il faut apprendre aussi la temporalité, etc. Et ça encore, c'est l'inscription dans le monde 3. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que si on crée les contenus du monde 3, ces contenus nous créent, nous modifient, nous façonnent en tant que soi, en tant que nous, en tant que moi. Donc le moi est dépendant du monde 3. Pour finir, Popper pense que la métaphore du fantôme dans la machine de Gilbert Ryle, vous voyez ou pas ?
Gilbert Ryle en fait a écrit un livre qui va contre le Ghost in the Shell, contre le fantôme dans la machine en fait, qui est donc un livre dit behavioriste contre l'existence de l'esprit, etc. En gros, il dit il n'y a pas de fantôme dans la machine. Le petit théâtre cartésien, en gros, où il y aurait cette espèce d'homonculus qui regarderait, c'est-à-dire mon esprit qui regarderait ce que je suis en train de faire et qui prendrait des décisions, etc. Tout ça, non, il n'y a pas besoin de ça en fait. Il n'y a pas de fantôme. Popper, il dit voilà, le soi, lui, c'est un très bon petit fantôme dans la machine. Il trouve que la métaphore, elle est très très bonne en fait. Et c'est pour ça que son livre s'appelle Le soi et son cerveau. C'est qu'en fait, en nous constituant nous-mêmes grâce à nos interactions sociales, etc., en étant capable de prendre des décisions par rapport à nous-mêmes, en fait, on en vient à piloter notre propre vaisseau corporel. Et c'est-à-dire que c'est pas le cerveau qui a un soi, c'est bien le soi qui a un cerveau. C'est le soi qui agit sur le cerveau. Et c'est justement cette capacité à nous prendre nous-mêmes en fait pour des objets de pensée critique qui nous différencie des animaux pour Popper. Je vais m'arrêter là, je pense que le reste pourra aller dans la discussion. C'était la critique du livre. Non, vas-y, fais la critique du livre. Très rapidement. En fait, l'origine de la pensée de Popper, elle est éthique. Popper ouvre le livre sur Kant et sur la nécessité qu'il y a, la nécessité morale de traiter les autres comme des fins en soi. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'il construit une théorie des rapports corps-esprit, donc qui est aujourd'hui considérée comme faisant partie de la philosophie. C'est vraiment un pan de la philosophie analytique, c'est de la philosophie faite science en fait. C'est de la science, on essaie d'expliquer les rapports, etc. Lui, il part sur un a priori. C'est-à-dire que le premier a priori, c'est il faut considérer les autres comme des fins en soi. Et c'est un a priori éthique. Vraiment, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire que son point de départ, c'est un point de départ éthique. Il n'est pas sur un point de départ de découverte scientifique, etc. Pas uniquement. Et toute sa construction, elle se fait autour de ça. Donc son opposition au programme matérialiste, en fait, pour lui, elle vient de là. Et c'est ce qu'il explique, en fait, au tout début. C'est que si on suit le programme matérialiste, on va considérer les humains comme des machines. Et les machines, ça se remplace. Les machines, ça a une valeur. Et plus il y a de machines, moins ça vaut quoi que ce soit. Popper a une sorte d'obsession pour la surpopulation dans ce livre-là. Il la cite 2-3 fois. On ne sait pas, en 77, je sais pas. C'est peut-être une période troublée en 77 où on était trop nombreux. Ouais. Et en fait, contre ça, en fait, on a l'impression qu'il dit attention, parce que les machines, quand il y en a beaucoup, elles perdent de leur valeur, donc on les jette, on s'en débarrasse. Il ne faut pas faire ça avec les humains. C'est-à-dire chaque humain est un monde en soi. Il cite comme ça. Voilà. Voilà. Il y a une dimension éthique qui est extrêmement forte. Donc l'humanisme popperien le conduit à penser l'interactionnisme. Mais alors ce qui est très étrange, c'est qu'il dit les matérialistes nous emmènent à nous concevoir comme des bouts de matière, en gros des bouts de viande, et qu'à ce moment-là, ça va nous enlever toute valeur en tant que personne. Et il dit tout de suite après que quand on regarde l'histoire, en fait, les matérialistes, ils ont plutôt été du bon côté de l'histoire. Non, en gros, les matérialistes ont plutôt défendu des positions éthiques qui sont les positions éthiques de Popper. Alors que les idéalistes, les spiritualistes ou quelques mots que vous vouliez donner sur ça, ont plutôt été du côté de l'obscurantisme. C'est très étrange, il fait déjà un premier pas de gymnastique assez étonnant en disant voilà, le matérialisme nous conduit à ça, même si le matérialisme nous a amené la science, les moyens de nous libérer, des grands progrès sociaux, économiques, moraux, etc. Et bien malgré ça, il en arrive à la conclusion que c'est le matérialisme qui se trompe. C'est assez étonnant à lire de la part de quelqu'un comme Popper, surtout je vous conseille réellement de La Société ouverte et ses ennemis. Je vois pas trop comment il en arrive à ça, parce qu'en fait on pourrait défendre l'exact contraire. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer par exemple que l'inscription de l'homme dans la matérialité et dans la nature pourrait nous permettre, dans un sens très confucéen, de prendre notre place juste, et que prenant notre place juste dans la nature, en arrêtant de se voir comme étant une sorte d'entité extra-naturelle qui aurait tous les droits sur la nature, ça nous permettrait peut-être, avec toutes les problématiques écologiques aujourd'hui, mais pas uniquement, ça nous permettrait peut-être de développer des positions éthiques qui seraient beaucoup plus justes. C'est-à-dire qu'on peut partir de exactement le même point de départ que Popper, et en arriver à des conclusions tout à fait différentes concernant le matérialisme. En fait, ce livre, je pense qu'il est extrêmement intéressant à lire, parce qu'il est un petit peu dangereux, ce qui fait revenir comme ça une forme d'idéalisme par la porte de derrière, tenu par quelqu'un qui a toujours combattu l'idéalisme. Il est un petit peu dangereux aussi parce qu'il est extrêmement séduisant. Il n'est pas très compliqué à lire en fait. En fait, bizarrement, on n'a pas tellement besoin d'avoir un fond culturel ou des connaissances particulières en philosophie pour le lire, parce qu'en fait, Popper est très convaincant. Et le vrai danger de ce truc-là, c'est justement d'aller piocher quand on s'intéresse à ces questions-là, et de tomber sur ce genre de truc et de se dire bon sang, mais c'est bien sûr. Parce qu'il est très convaincant. Et
Alors, je suis embêté parce que moi j'aime bien Popper en fait, je sais pas si vous avez compris. Mais ça, franchement, voilà, il faut le lire, mais je le suis pas du tout. Enfin, alors, je vous parle même pas de la partie des classes dans l'autre qui est pas traduite en français. Bon, vous pouvez essayer de la lire, ça vous amuse, mais encore moins. Mais voilà, il a une dimension dangereuse, il a une dimension polémique, il est très plaisant à lire. Mais il a une vision de l'histoire de la philosophie qui est une vision très personnelle. On a l'impression qu'il défend un agenda en fait a priori et qu'un agenda éthique. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il en arrive, à mon sens, à dire que les soi existent. Alors tu dis qu'il le dit de façon, voilà, plus. Enfin, il le dit, c'est-à-dire il le dit au mot près. Il dit je crois que les soi existent, mais après, il donne un éclairage à soi qui a un sens non essentialiste. Parce qu'il dit que, donc bien sûr, depuis le départ, il dit que la matière n'existe pas. Enfin, même il en vient à dire qu'il ne veut pas s'aventurer sur la définition de la matière, etc. Enfin, il refuse un peu ça. Il refuse absolument la question de la définition des essences. Il dit répondre à des questions qu'est-ce que c'est se jeter dans des jeux de langage et des conflits sans fin qui éludent les vrais problèmes. Et donc, ce qu'il dit, en revanche, c'est qu'il dit que les soi sont des processus. Parce qu'en fait, pour lui, je crois que ce qu'il définit par essence, c'est le fait qu'il y ait une fixité au sens vraiment platonicien, c'est-à-dire une entité préexistante, prédéterminée, où tout est joué et plus rien ne bouge, une sorte d'immobilisme, en fait. Et c'est ça qu'il réfute. Il veut laisser justement, dans l'aspect processuel, une marge de liberté, enfin un jeu vraiment au sens physique du terme, pour des propriétés émergentes. Et ça, il le dit juste dans les 3 lignes qui suivent, quoi. Alors, ce qui est très étonnant, voilà, c'est que sur un tout petit paragraphe qui est à la fin du bouquin, on en arrive à des discussions comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est contre les questions qu'est-ce que, qui est contre l'essentialisme, etc., dit attention, il ne faut pas essentialiser, etc. Puis il dit les soi existent. Et les soi existent en soi, quasiment. Et puis après, le petit paragraphe d'après, il dit c'est une vision un peu essentialiste du soi, c'est pas trop grave, on peut essentialiser le soi, allez. Mettons-nous d'accord sur une semi-essentialisation du soi. C'est-à-dire qu'il dit, bon, c'est une essentialisation métaphorique. Et en fait, il part d'un a priori, il va dans une direction que je peux comprendre, c'est-à-dire de sauver les productions culturelles humaines, etc., pour avoir tout son développement, si on le regarde d'un point de vue éthique, on peut comprendre comment il en arrive là. Mais il joue presque contre le camp qu'il a défendu toute sa vie, en fait. Et in fine, il en arrive à une position évidemment essentialiste, parce que c'est ce qu'il fait. Et il s'en défend tout de suite. Alors, il y a un petit truc bancal, en fait. Oui, où les essences sont des processus. Les essences sont des processus, voilà. Mais il remet les essences dans la boucle, en fait, après avoir dit, mais les essences, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Après, il y a des raccourcis théoriques aussi absolument hallucinants. Et puis cette façon de traiter par le mépris les gens qui ont écrit sur le sujet à la même période que lui, qui est extrêmement étonnante. Voilà, ça dénote d'un certain sens de caractère. En tout cas, c'est très plaisant à lire, mais plus personne ne le lit. Si vous prenez les bouquins de philosophie de l'esprit, même les bouquins de cours de philosophie de l'esprit, pas forcément pour les débuts des cours universitaires, mais pour les étudiants en philosophie confirmés, en fait, qui vont reprendre toute l'histoire de la philosophie, ce que j'ai fait très mal, en fait, très rapidement là, et qui en général vous prend un semestre ou 2, ou voire 4 semestres même pour faire tout le cours. Ce livre-là n'est jamais cité. Jamais. On n'en parle pas. C'est-à-dire la position de Popper, alors qu'on va parler de positions complètement hallucinantes, des fois de trucs oubliés qui datent du XVIIIe siècle, qui n'ont d'intérêt que pour les gens qui ont fait une thèse dessus. C'est intéressant, je veux dire. Mais je veux dire, ni plus ni moins que ça, c'est ni plus ni moins réfuté que ça. Et en fait, c'est exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va expliquer une théorie tout à fait moderne et tout à fait révolutionnaire du soi et de la possession du cerveau par le soi, en utilisant que des gens qu'on trouve dans les bouquins d'histoire de la philosophie. Et les contemporains, ils s'en foutent complètement, ils n'en parlent pas. Enfin, ils les évoquent, ils évoquent Armstrong, etc. Mais pas forcément à l'endroit où ils devraient les évoquer, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas, je veux dire, quelqu'un comme Fodor, par exemple, qui est décédé il y a quelque temps, ils auraient pu faire un petit bout de chemin ensemble, au moins sur la philosophie des sciences, sur la non-réductibilité, je retrouve pas le mot, mais bref, l'impossibilité de réduction, etc. Ils sont presque d'accord. Alors, ils vont être pas d'accord sur autre chose, mais ils le citent même pas. Alors que c'est un des types de la philosophie de l'esprit à ce moment-là qui est quand même extrêmement important. Voilà, donc je vous encourage à jeter un regard sur ça, à pas vous limiter à celui-là. Ce que ça veut dire en fait, c'est aussi que
il y a un intérêt en fait à s'intéresser aux domaines pertinents qui touchent les sciences dans lesquelles on est. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait des neurosciences, on n'est pas forcément obligé de s'intéresser à l'esprit, mais ça dépend de ce que vous faites, quoi. Si vous travaillez sur l'addiction, par exemple, et que vous commencez à vous intéresser à des questions comme le désir, etc., machin, très vite, les questions de philosophie de l'esprit, elles se posent. En fait, c'est des questions qu'on ne se pose pas quand on fait une science particulière. On n'a aucun bagage de ça, hein. Et donc on accumule comme ça les a priori des gens qui nous enseignent l'autre matière. Et on se rend compte qu'on a une culture qui est très parcellaire, en général très fausse, qui est juste un conglomérat généralement d'a priori et de culture personnelle. Et quand on commence à mettre le doigt dedans, en fait, on se rend compte que il suffit pas d'en lire un petit, il en faut un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Et qu'en fait, il faut apprendre la langue étrangère. Mais je pense que c'est important de l'apprendre la langue étrangère. En tout cas, je sais pas s'il y a une assemblée majoritairement psychiatre ici ou d'étudiants en psychiatrie. Ces questions-là, elles sont en fait assez fondamentales parce que ouais, je pense réellement que la philosophie, elle donne le langage, elle donne les mots qu'on utilise. Typiquement dans la question esprit-corps, si vous regardez la psychologie, la philosophie et la neurobiologie, c'est là d'où je viens, on emploie exactement les mêmes mots. Ils veulent absolument pas dire les mêmes choses. Et en fait, on n'arrive pas à se parler. Bilan, quand un neurobiologiste lit un philosophe, il saigne des yeux, parce que souvent quand il parle biologie, on a juste envie d'avoir un acte de violence ou un fou rire. Mais l'inverse est vrai, hein. C'est vrai. Quand les philosophes lisent les neurobiologistes qui commencent à parler du désir, de l'esprit, de la volonté, qu'est-ce qu'ils racontent, quoi. Et probablement qu'en psychiatrie, vous êtes amené comme ça à faire réellement de la neuroscience en fait appliquée. Quasiment. Il y en a qui vont me jeter des pierres. Je pense, attention, je ne suis pas en train de vouloir scientificiser la psychiatrie, défendre la médicalisation, etc. Mais au sens réellement projet de recherche, quoi. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça ne peut pas se faire en étant monolingue. En fait, on a besoin d'être au moins bilingue, si ce n'est trilingue. J'apprendrai pas forcément la langue avec ça, mais pourquoi pas, c'est-à-dire avec d'autres manuels à côté, etc. Lire au moins ce truc-là, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Merci. Moi, je vais justement essayer de tirer un peu la couverture sur la psychiatrie à partir de ce que tu as pu discuter sur ce livre intriguant de Popper. Donc effectivement, moi aussi, je l'ai trouvé très suffisant, et je le trouve très suffisant parce qu'en fait, il fait système. Il a la volonté d'expliquer vraiment l'alpha et l'oméga de l'origine du monde, de sa constitution, de l'apparition de l'être humain, de son langage, de la théorie culturelle, d'une théorie de la société, d'une théorie de la subjectivité. Donc c'est vrai que c'est extrêmement séduisant de se dire tout peut résider en un seul livre, en 200 pages. Donc il y a aussi effectivement ce fondement éthique au départ, et je pense que c'est ça quand tu dis ça veut faire programme. Effectivement, le programme, c'est à mon avis assez historique. Il a été traumatisé par la Seconde Guerre mondiale vraiment authentiquement, et je pense qu'il se dit il faut qu'on écrive, y compris en sciences, en philosophie, avec un impératif éthique qui est de ne pas nuire à l'être humain et de ne pas repermettre quelque chose de l'ordre des camps de concentration, en fait. Et je pense qu'effectivement c'est ce programme éthique-là qui l'emmène parfois à faire des raccourcis. Alors pour revenir du côté de la psychiatrie, effectivement, ce qui m'a interrogée d'abord et puis intéressée, c'était le fait que très très tôt dans le livre, il énonce ce qu'il appelle les événements mentaux et leur existence, et c'est ce qui fonde en fait un peu la discipline psychiatrique, c'est-à-dire s'intéresser à des choses autres que le fonctionnement de type plomberie du cœur ou la tuyauterie, quoi. Donc des événements mentaux, des faits psychologiques. Donc ces faits psychiques, il dit on peut les objectiver parce qu'ils ont un effet, et il définit l'interaction psychophysique, donc entre le corps et l'esprit, et ça c'est quelque chose qui traverse beaucoup la psychiatrie. C'est en fait même la condition de possibilité d'une psychiatrie, c'est de dire qu'il peut y avoir une interaction entre un corps et un esprit. Je veux dire, sinon, si on veut traiter l'esprit que par l'esprit, ça c'est déjà plus un programme de la psychologie, mais la psychiatrie qui s'inscrit dans la médecine, c'est-à-dire dans une discipline du corps, elle présuppose cette interaction entre... alors soit elle présuppose d'être dans un matérialisme radical, soit elle présuppose une interaction possible entre le corps et l'esprit. Et donc c'est dans son texte à la fin, qui est en fait un appendice de 93, donc quasiment 15 ans plus tard, merci, il donne une définition de l'esprit qui ne donne pas très clairement dans ce texte-là. Il dit voilà, moi je donne 8 propriétés à ce qu'est l'esprit humain. 1, il est localisé. 2, il est non étendu, donc là c'est pour se poser à Descartes. 3, il est incorporel, donc il sort des idées de substance. 4, il est capable d'agir sur des corps, donc ça c'est le principe psychophysique. 5, il est même dépendant du corps.
Donc là, en fait, on a l'idée qu'à partir du moment où le corps va mourir, probablement que l'esprit aussi va mourir, et que l'histoire du corps va aussi façonner l'histoire de l'esprit. Si il peut être influencé par des corps, il dépend du corps, et pouvant être influencé par d'autres corps que le sien, c'est ce que j'ai l'impression qu'il s'entend là-dedans. Il emploie la métaphore de la force, hein, vraiment de ce qu'on utilise en physique, quoi, et même du vecteur. Il dit en fait, l'esprit c'est une intensité, c'est une force, et c'est quelque chose de vectoriel. Et 8, il y a une extension sur un laps de temps, et là en fait je pense qu'il répond au problème de la permanence, en fait, la continuité du soi, c'est-à-dire je m'endors, je me réveille, et c'est quand même le même soi, même s'il y a une rupture de conscience entre les deux. Il fait le distinguo entre le soi et la conscience. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement la conscience est interrompue, le soi se pérennise, et donc il donne une inscription, une inscription temporelle. Donc cette espèce justement d'effort, de réflexion sur qu'est-ce qu'un événement mental, et d'essayer de pousser la réflexion un peu plus que là-dessus, et donc d'expliquer justement pourquoi il y a une pérennisation, ne serait-ce que de ce débat, de ce problème esprit-corps, il me semble intéressant. Deuxièmement, c'est l'histoire du soi. Et je trouve très étonnant en fait que dans une philosophie de l'esprit, on arrive en fait à une théorie sociale du soi, en fait, parce que c'est vraiment ça. Il part du principe que les soi, alors il dit les soi existent, mais moi je le prends vraiment à ce moment-là, je l'ai pris comme une définition faible, c'est-à-dire je vais pas commencer à nier qu'il y a des individus sur Terre, et après il donne une définition. Il dit en fait c'est pas vraiment que les soi existent, c'est qu'en fait il y a un devenir soi. C'est comme ça que je lis Popper dans ce passage-là, et ce devenir soi, c'est par l'acquisition de la parole, par l'interaction avec les autres soi, avec les artefacts et les autres objets de l'environnement. Et la personnalité, ou le soi, donc là il y a une espèce de glissement qui se fait, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, donc cette personnalité émerge dans cette interaction du soi avec les autres soi, avec les artefacts et les objets. Et il en fait du coup un truc interactionniste à l'intérieur du soi, en fait, et qui switch d'une essence qui serait immobile, préfixée, à un processus. Et ça, je trouve que cette question dynamique du soi, de l'aspect non figé du soi, c'est quelque chose qui vient aussi, qui traverse beaucoup la psychiatrie, où parfois justement on a tendance à critiquer la psychiatrie en disant vous réduisez les maladies à des diagnostics, hein, c'est-à-dire à un ensemble de critères figés, alors qu'en fait la psychopathologie c'est quelque chose qui est évolutif. Donc ça c'est des papiers très récents actuellement par des psychologues cognitivistes qui proposent justement des modèles de psychopathologie qui seraient plus expliqués par de la causalité unie dans un seul sens, etc., mais plutôt supportés par des analyses en réseau, en fait, où le réseau s'entretient lui-même, certains points sont plus centraux que d'autres. Voilà. Donc ça, c'est effectivement cet aspect de fixité, et lui qui réintroduit du dynamisme, à mon avis, ça me semble quelque chose d'intéressant à exploiter dans la psychiatrie, en tout cas dans la partie scientifique de la psychiatrie. Je voulais aussi revenir sur la fonction qu'il accorde au langage. En fait, c'est une fonction énorme, et il parle quasiment de miracle, en fait. Quand il parle de langage, il a ce mot à un moment donné. Et il dit, en fait, quand on regarde l'apparition de l'être humain dans le monde, il dit l'effort majeur de l'être humain, c'est cette acquisition du langage. Et la plupart des humains acquièrent le langage, et après ce que font à langage entre guillemets égal, les humains se valent, en fait. Et c'est cet effort-là qui est une propriété émergente, qui la place très haut, il la place dans le monde 3 justement, alors que cette capacité de ressentir, et même la conscience de soi et de la mort, il la place chez les animaux. Ouais. Par exemple, sa critique du chien de Pavlov, il a une critique extrêmement intéressante de Pavlov. Donc il dit, vous savez, Pavlov c'est le conditionnement, le chien ça cloche, il salive. Il dit, moi je suis pas comme Descartes, je ne pense pas que le chien il a une salivation qui soit mécanique. Je pense qu'il a une satisfaction qui est sous-tendue par une théorie, une salivation qui est sous-tendue par une théorie. Donc il attribue au chien la capacité d'élaborer une théorie qui est une théorie d'intérêt exploratoire pour le monde. C'est-à-dire que le chien est intéressé par la nourriture, il explore son environnement, il a remarqué par intérêt pour la nourriture que quand il entendait la cloche, il allait potentiellement pouvoir manger. Donc ça, le chien de Pavlov, lui, il se situe dans le monde 2, et c'est le langage humain, donc cette capacité d'avoir du langage qui fait émerger le monde 3. Donc ce langage, il en a justement une définition qui est
enfin qu'il précise, il passe du temps à le préciser, parce qu'en arrière-plan, il y a toute la cybernétique qui est contemporaine en fait, c'est-à-dire les théories de l'information. Et donc la cybernétique, c'est vraiment c'est l'informatique moderne, c'est-à-dire que un langage, c'est un signal, donc on peut coder en 0,1 la présence de l'information. Et lui, il dit, n'oubliez pas que le langage humain est plus compliqué que ça. Le langage humain, il a pas seulement une fonction de signal, il a aussi une fonction de définition, avec une forme. Donc du coup, c'est pour ça qu'il peut être vrai ou faux. Et il a aussi une fonction de, je ne me rappelle plus, c'est le dernier niveau, comment il le définit, mais en gros, c'est la fonction du vraisemblable. C'est la fonction argumentative avec l'argument de la validité. Donc il y a une notion d'argumentation que les ordinateurs ne peuvent pas avoir, et c'est au moyen de cette théorie du langage qu'il reprend chez Buller qu'il critique justement les espoirs placés dans l'intelligence artificielle. Et il dit, si vous voulez vraiment que l'intelligence artificielle puisse se mettre à être aussi créative, c'est-à-dire à produire de l'émergence, il faut que vous arriviez à recréer de la vie. Donc là, il remet la théorie évolutionniste, c'est-à-dire que la machine voudrait elle-même résoudre ses propres problèmes pour pouvoir survivre, et à ce moment-là, elle inventerait un langage, parce que le langage, il permet quoi ? En quoi il est favorable à la survie humaine ? En quoi les théories sont favorables à la survie humaine ? C'est-à-dire qu'elle préfère, et ça j'aime beaucoup cette citation, c'est préférer faire mourir les théories plutôt que soi-même. Donc en gros, l'être humain, il va d'abord tester ses théories en bouclier humain, justement, plutôt que de le tester par lui-même. Et il dit ça, pour l'instant, en tout cas, il ne voit pas pourquoi les machines en seraient capables. Je ne fais que rapporter ces propos, je ne donne pas mon opinion sur ça. Et le troisième axe qui me semble intéressant pour la psychiatrie, c'est justement cette défense d'une science réductionniste. Et donc il dit, ça fait partie de la méthodologie et de la possibilité même de la science d'être réductionniste, c'est-à-dire de vouloir simplifier les problèmes pour pouvoir les résoudre. Or, dans la médecine, on a envie d'adosser la médecine à des résultats de la science, et qui sont des résultats issus de réduction. Et donc, il y a une réelle difficulté, en fait, fondamentale et même constitutionnelle, à pouvoir importer les résultats de la science dans la pratique médicale. Et c'est pour ça que... je prends des problèmes assez simples dans le développement des médicaments. On peut avoir des molécules qui semblent très bien fonctionner dans des boîtes de pétri, qui semblent a priori pas trop mal fonctionner dans des tests sur quelques sujets très malades, mais qui, quand on les porte justement dans une société, en fait à un niveau global, macro, ont l'air de moins bien fonctionner. Et donc c'est ces niveaux-là, en fait, qu'il faut se donner, c'est un programme de recherche en soi, c'est-à-dire comment on fait pour faire de la science appliquée, c'est-à-dire pour réduire dans un premier temps et après recomplexifier pour trouver des moyens d'appliquer ce que la science a pu trouver. Voilà ce que ce livre me semblait pouvoir renouveler d'un point de vue de la pensée, en effet, pour la psychiatrie, tout en étant aussi critique par rapport à ce que dit Popper.